et le cours. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent en ligne. Donc pour l'instant, personne, parce qu'évidemment, il faut attendre un petit peu de temps avant que la vidéo apparaisse sur Moodle. Alors, avant de commencer le cours, de reprendre le cours à Marx, là où on l'avait laissé, un petit point quand même, parce que j'ai reçu un certain nombre de mails d'étudiants paniqués qui me disent « mais comment on fait pour rendre, quand est-ce qu'il faut rendre le TD, etc. » Bon, c'est pas comme si je l'avais expliqué déjà 1000 fois, mais enfin bon, c'est normal, vous êtes étudiant de première année, je vous connais, vous êtes aussi 500 et à chaque fois, il faut vous répéter les choses. Alors, du coup, je vais répéter à nouveau les choses. Donc, ce TD 0, vous devez le rendre lors de la première séance et vous devez aussi le rendre sur Moodle en format, je le répète, informatique et PDF ou Word, pas en format image. Je regarde ici, donc vous devez le rendre pour ne pas être en retard avant le 16 octobre, 20h. Je vois que sur 473, il n'y en a que 136 qui ont été soumis, ça fait quand même pas beaucoup. Il y a déjà des TD qui ont commencé. Donc, si vous avez déjà rendu sous format papier, vous devez aussi le rendre sous format papier à votre chargé TD. Donc les deux, à la fois papier imprimé à votre chargé TD et puis sous format numérique sur l'espace Moodle. Il n'y a rien de compliqué à faire, mais il faut le faire au bon moment. Sinon, vous allez avoir des pénalités. Deuxièmement, on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire en TD0 ? Alors, excusez-moi, mais c'est marqué sur le TD0, en fait. Donc, vous avez ici les fascicules de TD, qui sont ici encore, que j'ai laissés sur le bureau. Il y en a plein qui restent, vous voyez. Donc, je prends qu'il y a des étudiants qui ne m'ont pas pris. En tout cas, les instructions sont écrites sur le TD0. Donc, il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Je ne vous ai pas donné spécialement de conseils, à part qu'il faut faire ce qui est demandé, et comme c'est demandé. Donc, c'est aussi sur le TD0 qu'il est marqué qu'il faut le rendre sous format papier à votre chargé TD lors de la première séance, et aussi le 16 octobre à 20h sur Moodle. Si vous êtes absent lors de cette première séance, alors ce qu'il faut faire, c'est évidemment vous ne pouvez pas pouvoir le rendre sous format papier à votre chargé TD, mais vous le mettez avant le 16 octobre 20h sur Moodle, de manière à pouvoir prouver à votre chargé TD que vous l'avez bien fait dans les temps. Ok ? Donc ça c'est le cœur du problème, c'est-à-dire pour éviter que les étudiants, en gros, ce qui va faire foi dans votre retard ou pas, c'est le moment où vous l'avez mis sur l'espace Moodle. D'accord ? Donc vous pouvez tous le mettre avant 20h le 16 octobre. Voilà. Si jamais vous n'avez pas fini, vous dites « Ah, j'ai le TD aujourd'hui », vous pouvez toujours négocier avec le TD, dire « Bon, écoutez, je ne vous le rends pas maintenant, je vous le rendrai la semaine prochaine, mais par contre, je le mettrai avant le 16 octobre 20h sur Moodle ». Et normalement, le chargé TD ne devrait pas vous pénaliser. Mais ça va dépendre du chargé TD. Moi, je ne suis pas responsable de toutes les décisions des chargés TD. Si vous voulez être certain d'être dans les règles, vous le remettez sous format papier au bon moment à la première séance. Bon, ça fait quand même plus d'un mois que je vous parle de ce TD0. Si vous êtes à 2 jours près maintenant, c'est que vous êtes mal organisé dans votre travail. Donc il fallait le faire quand même, vous aviez largement le temps auparavant. On m'a aussi demandé est-ce que je peux me rendre sous format manuscrit. La réponse est non. Je répète, vous devez le taper sur ordinateur. C'est important que vous appreniez à taper sur un ordinateur quand même. Vous êtes à l'université, donc il faut le faire. Si vous n'avez pas d'ordinateur, il existe des ordinateurs en libre accès à la bibliothèque universitaire. Donc là aussi, vous vous renseignez, vous allez à l'ordinateur et vous tapez votre texte. Ça ne vous demandera pas longtemps si vous l'avez déjà écrit sur papier auparavant. Voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est pas chacun fait comme il veut. Les règles sont les mêmes pour tous. Et donc, il faut que vous rendiez le TD0 à vos chargés TD et que vous le mettiez sur l'espace Moodle. J'en profite pour vous rappeler, je pense que j'ai déjà dit, mais au pire, je le redis, qu'il y aura une détection de plagiat sur l'espace Moodle par le TD que vous allez rendre. C'est-à-dire que si vous avez copié le TD d'un autre camarade, y compris s'il n'est pas dans le même groupe que vous, ça va être immédiatement ressortir comme étant un plagiat à 100%. Et donc, évidemment, ça pourrait être section disciplinaire. Enfin, ça sera section disciplinaire. Donc, évidemment, 0, mais ça c'est évident. Mais en plus, section disciplinaire. Donc, ne vous amusez pas à plagier, soit sur Internet, si vous avez vu des choses sur Internet là-dessus, soit auprès d'un de vos camarades, même s'il n'est pas de mon groupe de TD, même s'il n'est pas corrigé par le même prof de TD, le plagiat va évidemment être détecté. Si vous faites le malin en disant bah, « de toute façon, je ne vais pas mettre sur Moodle », là aussi, si vous ne mettez pas sur Moodle, votre TD ne sera pas corrigé. Il sera considéré comme hors retard, comme non rendu, et vous aurez 0. Voilà. Donc, faites le travail qui vous est demandé. Vous êtes ici à l'université pour vous êtes ici pour avoir un diplôme. Donc, le diplôme, il aura la valeur que vous lui apportez avec votre travail. Si vous ne travaillez pas, bien sûr, ce diplôme n'aura aucun intérêt.
Je regarde. Pourquoi il me dit... Ah oui, no live session, c'est normal parce que je n'ai pas encore rafraîchi. Peu importe, on va sortir de là. Tiens, je vais regarder s'il y a des gens qui se connectent. Mais ouais, il y en a 43 déjà, c'est pas si mal. Pardon? Nous vous entendons mal à distance. Ok, je suis désolé, je ne sais pas comment faire. Ah oui, voilà, ok. Peut-être que ça marche mieux comme ça. Je vais essayer de faire attention. Très bas à distance, ok. Donc maintenant, ça devrait être meilleur. C'est toujours le souci des cours à distance. Merci de m'avoir communiqué, merci d'avoir pu vérifier ce qui était marqué. Oui, vous avez quelque chose? Lorsqu'on rend les TD, comment? Je n'entends pas votre question, monsieur. Oui? En attente. Oui, ben il faut valider l'attente. Enfin, il faut valider votre remise de TD. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je ne remets pas les TD sur Moodle, mais normalement, il faut valider. De toute façon, ça sera automatiquement validé au bout d'un certain temps. Le détecteur anti-plagiat se fera le 24 octobre, pas immédiatement. Donc, de toute façon, là aussi, vous savez si vous avez plagié ou pas. Donc, nous, on fera tourner le détecteur de plagiat à l'issue de tous les TD qui ont été rendus. Après, on ne peut plus rendre le TD de toute façon sur Espace Moodle. Donc, il faut le rendre assez vite. Alors, je reprends. Donc, j'espère qu'à distance, ça va mieux le son. Je reprends le cours de chapitre 2. Alors, ce chapitre 2, il s'intéresse à la manière dont les économistes ont analysé la croissance économique et notamment comment est-ce que ils ont essayé d'inventer ce concept. Donc ça, on a vu ce concept qui n'existait pas du temps des mercantilistes, qui apparaît avec Adam Smith, véritablement, sous forme d'accumulation de biens et d'accumulation de capital. C'est ça la croissance, c'est l'augmentation de la richesse. Et on a vu aussi que ces économistes, les mêmes économistes qui concevaient et qui inventaient la croissance, avaient ensuite conçu la fin de la croissance, c'est-à-dire l'état stationnaire. Alors, on a d'abord essayé de montrer comment Malthus considérait que l'état stationnaire était la conséquence de l'état stationnaire était la conséquence de la croissance démographique et du fait que plus on allait augmenter en population, plus il fallait cultiver des terres et plus il fallait nourrir des gens. Mais le problème, c'est que la production de nourriture, ça c'est l'analyse de Malthus, la production de nourriture n'augmentait pas au même rythme que la multiplication de la population, puisqu'on avait une variation linéaire, c'est-à-dire une droite pour l'augmentation de la nourriture, nous dit Malthus, et une variation exponentielle pour la population par multiplication, il le dit. Alors ensuite, on a une théorie plus raffinée, qui est celle de Ricardo. Je dis plus raffinée parce qu'elle englobe de très nombreuses réflexions autres que simplement la démographie, qui est la réflexion de Ricardo, qui lui considère que la croissance est limitée par, et dépend en tout cas du taux de profit. Et le taux de profit lui-même, il dépend du montant de la rente, c'est-à-dire de loyer des terres que les agriculteurs doivent payer aux propriétaires fonciers. Et selon Ricardo, je refais le raisonnement très rapidement, selon Ricardo, ce qui va déterminer la croissance la baisse du taux de profit, ça va être l'augmentation de la rente. Ce qui va déterminer l'augmentation de la rente, c'est le fait qu'on va devoir mettre en culture des terres de moins en moins fertiles, et donc il faudra que le prix de marché des céréales augmente pour rentabiliser ces terres les moins fertiles, et ceci va entraîner une hausse de la rente et symétriquement une baisse du profit. Pourquoi? Parce qu'il faudra augmenter les salaires pour que les ouvriers puissent se nourrir. Et en augmentant les salaires, eh bien, on va forcément mécaniquement baisser le profit. Donc ça, c'est l'analyse de Ricardo. Et donc il arrive à la conclusion logique qu'au fur et à mesure que la population s'accroît, parce que la richesse permet à la population de s'accroître, c'est ça aussi le raisonnement, eh bien, on va avoir une rente qui va augmenter, un profit qui va baisser, et il va baisser jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de 0%, c'est-à-dire le profit arrive à 0. Et dans ce cas-là, nous dit Ricardo, on arrivera à l'état stationnaire. Alors, il construit cette théorie, et n'oubliez pas le contexte. Ricardo établit cette théorie par la publication de son livre en 1817, au moment où il y a un débat intense au sein de la société de la politique britannique sur la question des Corn Laws, ces lois protectionnistes
qui interdisent les importations de céréales lorsque les prix des céréales tombent en dessous d'un certain seuil. Donc, si les prix des céréales sont trop bas, nous disent, ont voté les députés, hein, eh bien, il ne faut pas importer. Donc, en gros, ces lois, ces corn laws, elles visent à garantir un niveau minimal, hein, de prix des céréales, et finalement, elles favorisent les propriétaires fonciers. Mais elles défavorisent les marchands et les industriels. Et Ricardo, il est en quelque sorte le héros, le porte-parole plutôt des intérêts des industriels et des marchands et des banquiers, puisque lui-même est banquier. Et donc, il va chercher à convaincre le gouvernement d'abroger ces lois sur le grain, c'est-à-dire d'abroger ces lois protectionnistes en promettant le libre-échange. Et l'idée qu'il y a derrière, hein, cette théorie de la rente, c'est l'idée de dire, vous voyez, si vous interdisez les importations de céréales, vous allez maintenir les prix du blé à un niveau élevé, mais du coup, vous allez baisser vous allez entraîner des hausses salariales pour permettre aux ouvriers de continuer de vivre, mais vous allez entraîner aussi une baisse du taux de profit, qui va entraîner, qui va limiter la croissance économique. Hein, donc vous voyez que dès ce moment-là, on a cet argument qu'on retrouve toujours aujourd'hui des économistes, c'est-à-dire votre objectif, vous, gouvernement, c'est de favoriser la croissance économique pour arriver à la prospérité. Attention, si vous ne prenez des mauvaises lois, eh bien, la croissance sera plus faible, et là, vous allez vous retrouver avec des difficultés. Donc on voit que Ricardo, il invente en quelque sorte l'idée, hein, que les politiques publiques peuvent favoriser la croissance ou défavoriser la croissance si elles sont mauvaises. Et bien sûr, derrière l'idée de libre-échange, il y a l'idée de libéralisme, c'est-à-dire qu'il faut laisser les individus libres, commercer librement, y compris avec l'étranger. Alors maintenant, on va voir un autre économiste, donc on a déjà commencé à aborder la dernière fois, qui s'appelle Karl Marx, qui n'est pas un simple économiste. Hein. Au départ, Marx est un philosophe, alors c'est un philosophe allemand, qui est surtout aussi, on dirait aujourd'hui, un activiste, un militant. Militant quand il était étudiant, et puis il continue de militer toute sa vie, et il cherche à comprendre le monde dans lequel il vit, mais le monde dans lequel il vit, c'est plus tout à fait celui de Ricardo. C'est un monde où, globalement, on a de très nombreuses révolutions, on a des luttes sociales très fortes, on voit bien que la dégradation de la condition ouvrière depuis la fin du XVIIIe siècle, qui apparaît un peu partout en Europe, et puis surtout un urbanisme qui s'accroît, c'est-à-dire que, en gros, quand les pays, notamment le Royaume-Uni, mais aussi la France et tous les pays d'Europe, amorcent leur évolution industrielle, la première conséquence de cela, c'est un premier exode rural, il y en aura d'autres après, hein, et une augmentation de la taille des villes. Et cette transformation socioculturelle, hein, l'urbanisation de la société, elle va évidemment favoriser à la fois la dégradation des conditions de travail, parce que les logements vont être très souvent insalubres. Hein, les villes, c'est beaucoup moins sain que les campagnes, en réalité, hein, parce qu'il y a la pollution, parce qu'on n'a pas de système sanitaire correct. Hein, on n'a pas forcément d'égout, on n'a pas forcément de système de collecte des déchets. Hein, donc il faut bien voir que les villes du début du XIXe siècle, c'est très malsain. D'ailleurs, on constate, quand on regarde les chiffres démographiques, qu'on a un taux de mortalité supérieur dans les villes que dans les campagnes. Globalement, les gens meurent, l'espérance de vie dans les villes est plus faible que dans les campagnes. Hein, dans la première moitié du XIXe siècle, c'est dire à quel point les villes sont insalubres. Et donc, Marx, lui, quand il réfléchit, quand il pense, quand il milite, hein, on est au milieu du XIXe siècle, il voit les conséquences néfastes de la révolution industrielle, et notamment sur les populations les plus pauvres. Et là aussi, les ouvriers voient leur niveau de vie se dégrader à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle. Le niveau de vie des ouvriers va ensuite progresser, mais il va progresser lentement, et on va dire que ça ne sera visible qu'après la première moitié, c'est-à-dire à partir du milieu du XIXe siècle. Hein. Et c'est même, j'ai envie de dire, plus tard encore, dans les années 1860-1870, qu'on va commencer à avoir des classes ouvrières qui seront un peu moins démunies. Hein. N'oubliez pas que dans les années 1830, on a des enfants qui travaillent dans la plupart des pays occidentaux. N'oubliez pas qu'en Angleterre, le travail des enfants va être autorisé jusqu'à l'âge de 11 ans pendant tout le XIXe siècle. Donc voilà, vous pouvez faire travailler des enfants de 12 ans. Hein, on parle de collégiens, hein, des petits sixièmes, hein, ils peuvent travailler.
Et même, pendant très longtemps, les enfants de 8 ans pouvaient eux aussi travailler. Donc on avait des lois sociales qui étaient extrêmement réduites. Hein. Et là, on parle encore une fois de la fin du XIXe siècle. Donc on parle d'une période où, globalement, enfin, on voit bien que si le travail des enfants c'est autorisé, c'est parce que pour beaucoup de familles, c'est indispensable pour se nourrir. Donc on a une situation sociale qui est extrêmement qui est désastreuse. Alors ça j'en ai vu, j'ai parlé de cela la dernière fois. J'ai montré aussi qu'on avait des lois qui interdisaient les syndicats. En France, c'est la loi Le Chapelier de 1791. Et donc, vous voyez, les syndicats vont être autorisés à partir de 1864. Donc là, on est encore sous le Deuxième Empire. Et puis, le droit de grève lui-même va être accordé au moment de la Troisième République. Hein, donc là aussi, après 1870. Et puis, l'instruction obligatoire en France, et dans beaucoup de pays d'Europe, c'est les années 1880. Hein, donc l'instruction obligatoire, c'est ça qui va concrètement terminer totalement le travail des enfants. Hein, parce qu'ils sont obligés d'être à l'école jusqu'à, donc au départ jusqu'à 12 ans, puis progressivement ça va augmenter. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 16 ans. Et ça veut dire que le travail est très difficile à faire avant cet âge-là. Alors sachez qu'aujourd'hui, on peut faire travailler les adolescents de 15 ans. Hein, il faut une dérogation, mais c'est possible. Hein, donc, quand je vous dis que les deux sont liés, c'est vrai, mais en particulier, cependant, jusqu'à 16 ans, l'instruction est obligatoire, mais on peut commencer à travailler à 15 ans, et même parfois sous forme d'apprenti dès 14 ans. Hein, mais c'est dans le cadre d'un apprentissage. Bon, alors Karl Marx. Alors, j'en ai là aussi déjà parlé, donc je vous invite à voir le film, je l'ai rajouté sur la diapositive, Le jeune Marx, de Raoul Peck. Un film qui raconte la jeunesse de Marx et qui, pour le coup, est intéressant parce que ça raconte aussi en même temps la manière dont la politique et la défense des ouvriers se faisaient à ce moment-là, c'est-à-dire on est dans les années 1840. Et donc c'est assez amusant de voir comment les débats de l'époque, comment le mouvement ouvrier s'organisait. Ce qui est aussi amusant, c'est de voir que Marx il s'oppose à un autre révolutionnaire, alors qui est son aîné, hein, et qui est la personne la plus connue dans le monde ouvrier, qui est Joseph Proudhon, hein, qui était qui luttait contre la propriété. Hein, et Joseph Proudhon on le doit parce qu'il expliquait, on lui doit la formule, la propriété c'est le vol. Hein, donc il avait vraiment une vision révolutionnaire, hein, qui sera le même aussi que Marx. Mais la différence entre Marx et Proudhon, et Marx, ce que va apporter Marx au mouvement ouvrier, c'est une réflexion scientifique. C'est-à-dire que Marx, il va s'intéresser à la manière dont la bourgeoisie, donc ce qu'on appelle la classe bourgeoise, on va y revenir, se légitimise et légitimise sa politique. Et pour Marx, en fait, au cœur de l'idéologie dominante de son époque, il y a l'économie politique, et notamment l'économie politique de Ricardo. Donc ce que va faire Marx, c'est qu'il va lire Ricardo, il va s'imprégner de l'analyse ricardienne de l'économie, et il va chercher à retourner la théorie de Ricardo pour en faire un instrument au service de la classe ouvrière. Hein, c'est clairement dans le projet de Marx, c'est-à-dire qu'il considère que Ricardo, il a mis la pensée scientifique, économique, au service de la bourgeoisie, et lui, il dit, je vais prendre la même pensée et je vais la mettre au service des travailleurs. Ça veut dire qu'il va reprendre, grosso modo, l'essentiel de la pensée de Ricardo, mais il va la réinterpréter pour montrer qu'en réalité, l'opposition politique fondamentale ne se situe pas, comme le disait Ricardo, entre la classe capitaliste et la classe des propriétaires fonciers, mais entre la bourgeoisie et les travailleurs. Et donc, souvenez-vous, Ricardo, c'est pour ça que j'ai rappelé un peu Ricardo tout à l'heure, souvenez-vous ce que fait Ricardo, c'est qu'il essaye de construire, d'un point de vue scientifique, un débat, enfin de reconstruire le débat qui existe en politique à l'époque, en montrant que le débat il se situe entre deux classes sociales dominantes, hein, l'aristocratie foncière d'un côté et la bourgeoisie de l'autre. Et Marx, il va dire non, en fait, vous vous trompez de combat. Le vrai combat, il se fait entre la classe ouvrière dominée, exploitée, va nous dire Marx, et la classe bourgeoise. Et finalement, il va retirer, en quelque sorte, les aristocrates de la réflexion, les aristocrates que lui considère comme des conservateurs, hein, c'est-à-dire des tenants de l'ancien régime, ou de la monarchie, etc. Et pour lui, tout ça, c'est du passé, tout ça, c'est terminé. La révolution industrielle va faire s'effondrer
l'importance de la classe des aristocrates, des propriétaires fonciers, ce en quoi d'ailleurs il avait raison, hein, parce que concrètement c'est ce qui s'est passé. Les monarchies ont progressivement disparu d'Europe au cours du XIXe siècle, et donc pour lui, l'avenir, c'est pas entre l'opposition entre la classe des propriétaires fonciers et la classe des capitalistes. L'avenir, c'est l'opposition entre la classe des travailleurs et celle des bourgeois. Alors pour essayer de comprendre cette dynamique, hein, parce qu'il s'inscrit évidemment dans une dynamique historique, ce qui intéresse Marx, c'est comment l'histoire va évoluer, comment concrètement les rapports de force qui existent au sein de la société vont transformer la société. C'est ça la grande question de Marx. Oula. Ok. Allô? Ah, ça remarche? On a eu une coupure de courant. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je vais d'ailleurs vérifier, j'en suis. Si tout le monde m'entend bien maintenant. Merci, c'est parfait. Ah ben, je suis très content que vous trouviez ça parfait. Donc, je reprends. Donc, pour Marx, la question qui se pose, c'est comment les sociétés évoluent, se transforment. Quel est le sens de l'histoire, en fait? C'est ça qui réfléchit, sur laquelle il réfléchit. Parce qu'en fait, on est aussi confronté à vraiment une révolution historique, sociologique, économique. C'est-à-dire que la révolution industrielle, ce n'est pas juste une transformation de l'économie, c'est une transformation de toute la société. Et donc, des chercheurs comme Marx, mais il n'est pas le seul à l'époque, hein, beaucoup de gens réfléchissent à ça, essayer de comprendre comment est-ce que cette transformation économique va profondément transformer l'ensemble de la société. Et donc, il essaie de concevoir ces transformations à partir d'un principe philosophique qui vient de Hegel et qu'il va modifier, qui est le matérialisme dialectique. Alors, je ne vais pas en faire des tonnes sur le matérialisme dialectique parce que c'est une notion qui n'est pas vraiment au cœur de ce cours, mais je pense quand même que c'est important d'en dire deux mots. On a déjà vu le matérialisme dans le chapitre 1, souvenez-vous. Les penseurs matérialistes sont les penseurs qui considèrent que les idéologies, la manière dont on conçoit le monde, est en fait le produit du système économique. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui va faire que les individus vont émettre des opinions sur le monde, ça va être essentiellement déterminé par leur statut social, la manière enfin, leur fonction sociale, leur classe sociale, c'est-à-dire ce qu'ils voient autour d'eux. Hein, donc il y a l'idée dans le matérialisme, il y a l'idée que ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais c'est les structures matérielles de la société. Or, que sont les structures matérielles de la société? C'est l'économie. Hein, donc là aussi, souvenez-vous, on a une vision en classe sociale, qui sont des fonctions sociales, chacun appartient à une fonction sociale, et donc cette fonction sociale va déterminer en quelque sorte son statut social, et son statut social va en quelque sorte déterminer son idéologie. Alors ça, je parle ici à l'échelle individuelle, mais en fait, tout cela fonctionne aussi à l'échelle de la société. C'est-à-dire que la société va chercher à établir des idées qui correspondent à l'état dans lequel elle se trouve, hein, d'un point de vue matériel. Cette vision s'oppose à la vision idéaliste, qui dit, elle, que les sociétés se transforment sous l'influence des idées, c'est-à-dire que les idées sont premières, et les idées déterminent le réel, en quelque sorte. Alors, bien sûr, dans la réalité, les deux choses fonctionnent. Concrètement, on ne peut pas dire que les idées ne transforment pas le monde. Bien sûr que les idées transforment le monde. Mais il faut aussi remarquer que les idées, elles sont le produit aussi d'une réalité sociale et économique et historique. Hein, souvenez-vous, en introduction, enfin non, au début de ce chapitre, je vous ai dit, la découverte du Nouveau Monde avait fait émerger la pensée d'un monde ouvert, hein, par rapport au monde fermé du Moyen-Âge. Bon, là, j'avais une vision plutôt, une analyse plutôt matérialiste. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a découvert le Nouveau Monde, parce qu'on a aussi été confronté aux invasions arabes en Espagne et au conflit avec l'Empire ottoman à l'Est. Donc ça veut dire, je parle ici de l'Europe, hein, parce que l'Europe a été confrontée à l'extérieur, en quelque sorte, elle a dû s'ouvrir. Hein, donc là, qu'est-ce que je vous fais comme raisonnement? Je vous fais un raisonnement matérialiste. C'est les conditions historiques qui déterminent la manière dont on conçoit le monde. Okay, voilà, donc ça marche quand même assez bien. Donc c'est un peu l'analyse que fait Marx. C'est la raison pour laquelle il va s'intéresser à l'idéologie et il va chercher à montrer que l'idéologie est le produit des rapports de force. Et ces rapports de force sont eux-mêmes le produit du système économique. C'est la raison pour laquelle pour Marx c'est important de comprendre le système économique. C'est pour ça qu'il va lire Ricardo.
Ça, c'est le premier aspect de la pensée de Marx. Le deuxième aspect, c'est la dialectique. Alors, la dialectique, c'est un principe d'évolution. Dans dialectique, il y a le dialogue, hein, c'est-à-dire la confrontation de deux systèmes, en quelque sorte. Alors pour comprendre la pensée dialectique, alors là, j'arrive un peu aux limites de mon savoir, hein, je ne suis pas un spécialiste de la philosophie hegelienne, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Le principe dialectique a été conçu mis en avant par Hegel, hein, Hegel qui est un philosophe allemand, dont Marx a suivi avec beaucoup d'intérêt les cours. Et donc Hegel, lui, il considère que, on va dire, tout système trouve en lui des contradictions qui le poussent à se transformer et à évoluer. En fait, ce qui est au cœur de la pensée dialectique, c'est le principe d'évolution. En gros, la première, si on veut réfléchir très simplement, la première hypothèse que pose la pensée dialectique, c'est de dire rien n'est jamais stable, tout change, tout évolue et se transforme. Alors, en fait, jusqu'où un objet peut-il évoluer? Bien, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ça, c'est la première hypothèse de la pensée dialectique. C'est-à-dire que tout objet qu'on analyse a une existence, il y a un début, un moment où il apparaît dans l'univers, et puis il ne reste jamais ce qu'il est. Il se transforme. Il se transforme jusqu'à quand? Jusqu'à un point où il disparaît en tant qu'objet, et quelque part, il est cassé, il meurt, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans la pensée dialectique, et encore une fois une pensée philosophique, c'est que rien n'est dans l'état où il est ad vitam aeternam. Tout se transforme. J'avais un prof en première année qui m'a expliqué la dialectique, il disait, voilà, ce bureau, il bouge, il change. Il a l'air toujours le même à chaque cours que vous venez, mais en fait, derrière cette apparence... cette idée qui ne change pas, en fait, il change. Il change parce qu'il est soumis à des contraintes, parce qu'il est soumis au vieillissement, et qu'à un jour ou l'autre, eh bien, il disparaîtra en tant que meuble. Si on devait le laisser pendant des siècles et des siècles dans cet amphi, sans rien y toucher, eh bien, sans y toucher, vous verrez qu'au bout d'un moment, il finirait par se décomposer et par disparaître. Et en fait, c'est le cas de tout objet. Alors, à plus ou moins longue échéance. C'est le cas, bien sûr, du corps humain. L'être humain est né, il se transforme, et puis, au bout d'un moment, il vieillit, et puis il meurt. Et tout est soumis à cette logique dialectique, nous dit Hegel, et ce que reprend Marx. Alors, la question, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On dit, bon, voilà, tout objet, tout système évolue, mais ce qui est important dans la dialectique, c'est comprendre comment il évolue. Et donc, pour cela, il faut rajouter une deuxième hypothèse, qui est que l'évolution d'un système est d'abord le produit de ses contradictions internes. Ce sont ces forces internes qui le font changer. Alors, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'un système, un objet, n'est jamais quelque chose qui est, comment dire, entièrement cohérent. Voilà, un système, il est toujours composé de sous-systèmes. Et ces sous-systèmes, ils ont une dynamique propre. Cette dynamique qui existe dans le système, donc l'existence de différents sous-systèmes dans le système, vous voyez ce que je veux dire, vous avez un système, je vais vous expliquer avec un exemple, cela sera plus clair. Vous avez un système avec des éléments dans ce système, voilà, pour le dire autrement. Ces éléments, ils ont une dynamique propre. Et cette dynamique propre, au bout d'un moment, elle peut arriver à se contredire. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui va pousser dans un sens, un autre élément qui va pousser dans l'autre sens, et au bout d'un moment, les contradictions vont être tellement fortes que les deux éléments vont se séparer, et donc le système va disparaître. Alors un exemple qu'on peut tout à fait comprendre, c'est l'exemple du couple. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes amoureux, vous êtes chacun deux éléments, et hop, vous faites un système, un objet, le couple. Bon, et bien dans ce couple-là, il y a une évolution qui est soumise à des contradictions. Ces contradictions, c'est comment les deux individus du couple vont évoluer chacun de leur côté. Et ce qui est intéressant, c'est que le couple lui-même va évoluer
par rapport à ces contradictions qui existent. Alors ces contradictions, je ne veux pas dire forcément qu'il y a des conflits, c'est juste qu'il y a des éléments qui forment un système, donc un couple ici. Ces éléments, ils ont une existence propre. Et certains auront envie, enfin il y a des éléments qui auront envie de ceci, un autre élément du couple qui aura envie de cela. Bon, ça va entraîner deux choses. La première chose, c'est que ça va faire évoluer le couple. C'est-à-dire que le couple va changer progressivement. Il va changer sous l'influence des deux éléments du couple qui sont les deux personnes qui font partie de ce couple. Ce couple va donc changer. Il peut d'ailleurs changer pour le mieux. Chacun peut s'apporter quelque chose de positif et ça va faire progresser le couple. Mais là, vous voyez, on a déjà une dynamique d'évolution. Et puis, il peut y avoir un moment où les éléments eux-mêmes vont changer et où le couple va devoir s'adapter au changement des éléments du couple. Et jusqu'à ce que, si une contradiction apparaît, eh bien, le couple finisse par se séparer et par disparaître en tant qu'objet. Alors, cette réflexion sur le couple, bon, évidemment, qui est très simple et très simplifiée, elle peut être reproduite à l'échelle de la société. Et là, c'est ça qui est intéressant. Quand vous avez une société, cette société, elle est organisée à partir d'éléments de cette société qui ont chacun leur logique propre. Comment est-ce que les économistes classiques, comme Ricardo, analysent la société? C'est simple, ils analysent la société en termes de classe sociale. Les classes sociales sont donc les éléments qui constituent la société. À la fois, ils ont besoin les uns des autres. Chez les classiques, il y a trois classes sociales, les propriétaires fonciers, les capitalistes et les travailleurs. Ils sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin les uns des autres, sinon ils n'existent pas en tant que classe sociale. Et en même temps, ils ont des intérêts divergents. Eh bien, nous dit Marx, si on veut comprendre le système capitaliste et son évolution, sa dynamique interne, si on veut avoir une analyse dialectique, alors il faut s'intéresser à la manière dont les classes sociales qu'il compose évoluent et aux contradictions qui peuvent apparaître entre ces classes sociales. C'est ça la dialectique. Alors si on conjugue maintenant matérialisme et dialectique, on arrive à l'idée que la société est le produit de l'économie, ça c'est le caractère matérialiste, c'est-à-dire que les classes sociales ne sont pas le produit des idéologies, mais des conditions réelles de travail et de la fonction sociale des éléments des classes sociales. Donc les classes sociales sont une composante de l'économie, elles sont issues de l'économie, donc du matérialisme, c'est ça qu'on a, cette idée. Et le principe dialectique, elles ont chacune des dynamiques d'évolution, tout en étant toutes interdépendantes et en construisant un système. Eh bien, nous dit Marx, si on veut comprendre l'évolution du système capitaliste, il faut comprendre comment les rapports de classe changent le système capitaliste. Et donc, on va comprendre sa dynamique par cela. Et on comprendra donc aussi sa fin. Parce que dans le principe dialectique, on va jusqu'à la fin. La fin, ça sera quoi? Alors, c'est là que je vais vous expliquer la théorie, mais il faut bien comprendre l'idée qu'il y a derrière cette théorie. La fin sera quoi? Ça sera forcément un conflit de classes qui va entraîner une séparation des classes les unes des autres, et donc une disparition du système capitaliste. Là aussi, dans le principe dialectique, il y a aussi l'idée que toute chose qui est née finit forcément par mourir. Parce qu'il y a un principe dialectique qui fait qu'on va se transformer jusqu'à ce qu'on arrive à des contradictions qu'on ne pourra pas surmonter et qui vont faire disparaître le système. Alors, chez Marx, il y a l'idée que ce principe d'évolution du capitalisme, en fait, il se retrouve dans toutes les sociétés, et pas que les sociétés capitalistes. Marx il va s'intéresser aux sociétés antiques, à la manière dont elles fonctionnent, à la société du Moyen-Âge, la manière dont elle fonctionne, à la société de l'Égypte antique ou la société chinoise. Donc il va montrer que dans toutes les sociétés, on a des classes sociales, et que ces classes sociales, qui émergent de la manière dont la société s'organise d'un point de vue économique, donc là on a le principe matérialiste, elles vont s'opposer, elles vont se contredire, et elles vont finir ensuite par faire transformer le système jusqu'à ce que le système ne parvenant plus à se transformer, finisse par disparaître. Et donc, le capitalisme n'est qu'un mode de production comme les autres. D'ailleurs, je vais y revenir ici. Voilà. L'analyse marxiste du capitalisme, c'est de considérer que nous avons là un mode de production, c'est-à-dire une manière économique de produire de la richesse, comme les autres modes de production. Ces modes de production, il va donc évoluer sous l'influence des classes sociales, qui ont chacun des intérêts, parfois en partie convergents d'ailleurs, et parfois très souvent divergents. Et cette
cette contradiction interne va expliquer l'évolution du capitalisme. Alors d'ailleurs, en passant, une citation très célèbre de Marx, Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, qui se trouve sur l'espace Moodle. Le manifeste du Parti communiste commence par la phrase « L'histoire des sociétés de l'origine jusqu'à nos jours », ou quelque chose comme ça, est le produit de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire, nous dit Marx et Engels, est la conséquence des luttes des classes. C'est-à-dire qu'en fait, tous les événements historiques sont le produit des contradictions internes de tous les systèmes économiques qui ont été construits, constitués au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Et ces dynamiques contradictoires entre les classes sociales expliquent quasiment tous les événements. Donc là, on a une théorie extrêmement puissante, puisqu'elle tend à tout expliquer à partir du concept de lutte des classes. C'est aussi d'ailleurs la limite de la pensée de Marx. Je peux me permettre aussi de faire une parenthèse critique sur la pensée de Marx. Alors, le problème, c'est quand on veut trop expliquer à partir d'une idée, on tombe un peu sur des choses parfois un peu simples. C'est-à-dire qu'on va considérer que toutes les guerres qui ont existé dans l'histoire sont des guerres qui sont essentiellement mues par des intérêts économiques et par des intérêts de classe. Donc en fait, quand on est matérialiste, on finit par dire tout ce qui arrive est le produit d'intérêts économiques. Alors, ça marche sans doute pour un certain nombre de guerres, mais ça ne marche pas systématiquement pour toutes les guerres et tous les conflits. Ou en tout cas, évidemment, le problème, c'est qu'après, on va faire rentrer dans ce conflit de classe un peu tout, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est ce que Marx dit, mais c'est un peu parfois la manière dont interprètent les marxistes. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Alors, je ne dis pas que c'est faux ou juste, mais un marxiste dira, par exemple, que les guerres du Golfe sont le produit du système capitaliste pour acquérir des ressources liées aux intérêts de la classe dominante, qui est la classe bourgeoise. Il ne va considérer la guerre, les conflits, que sous cet angle-là. Il va dire, par exemple, aujourd'hui on parle, vous avez entendu parler de la manière dont la Chine se rigidifie, met à bas Hong Kong, interne des Ouïghours. Bon, un marxiste dira, tout ça, c'est le produit de la lutte des classes qui existe en Chine et de la mainmise du pouvoir. Alors là, le marxiste dira que c'est la classe bourgeoise, mais c'est aussi le Parti communiste qui lui-même a une fonction sociale et donc constitue une classe sociale et qui va chercher donc à mettre au pas, une partie de sa population, les Ouïghours, Hong Kong, etc., pour maintenir son pouvoir économique. Donc en fait, on va toujours trouver des causes économiques à tout changement. Évidemment, tout cela est contestable. Tout cela ce n'est pas toujours facile, toujours évident que la cause première de tous les conflits, de tous les événements historiques, soit véritablement la lutte des classes. Alors je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que parfois faut vérifier si ça fonctionne vraiment, si la théorie s'avère vraie pour expliquer les événements. Bon, alors je reprends mon cours. Donc le Marx considère que le capitalisme est un mode de production. Il est historiquement daté, ça veut dire qu'il a apparu un moment dans l'histoire, ça veut dire qu'il est né, ça veut dire, d'après le principe dialectique, qu'il va disparaître à un moment ou à d'autre. Il va être victime de ses propres contradictions, il va mourir, comme ce bureau va finir par disparaître, comme tout ce qui naît finit forcément par disparaître. Qu'est-ce qui fait que l'évolution... Alors, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître demain ou dans 10 ans ou dans 100 ans, ça peut être dans 1000 ans, ça peut être dans très très longtemps en fait. En fait, on n'en sait rien. C'est juste un principe. Comment il va évoluer ? Eh bien, il va évoluer en fonction de ses contradictions internes. Qu'est-ce qui détermine ces contradictions internes ? Eh bien, l'existence de classes sociales qui ont des intérêts divergents. Donc, on va essayer de construire, d'analyser la manière dont ce système évolue. Alors, premier élément, chez Ricardo, il y avait 3 classes sociales. Chez Marx, on va en avoir que 2. Pourquoi en avoir que 2 ? Parce que pour Marx, je l'ai dit tout à l'heure, les propriétaires fonciers sont une classe qui est vouée à disparaître. C'est une classe sociale qui était importante dans une économie rurale, bien sûr, mais qui va tendre à disparaître au fur et à mesure que l'économie va s'industrialiser. Et sur ce plan, on peut dire que Marx avait raison. C'est bien ce qui s'est passé. Globalement, aujourd'hui, les propriétaires fonciers sont quasiment plus une classe au sens économique du terme. Et bien sûr qu'il y a encore des terres qui appartiennent à des gens, essentiellement d'ailleurs à des agriculteurs, mais ces agriculteurs n'ont pas une influence déterminante sur l'évolution de la société. Il existe aussi encore des nobles, des gens qui ont des terres, des châteaux, des choses comme ça. Bien sûr, ça existe encore, mais encore une fois, ce n'est pas
une classe déterminante et quelque part, elle n'existe plus. Cette classe-là ne permet pas d'expliquer l'évolution politique et historique de la société moderne. Donc, Marx fait disparaître une classe du modèle. Il reprend donc le modèle de Ricardo avec, en simplifiant, il y a deux classes. Donc, les propriétaires du capital, qu'il appelle la bourgeoisie, en référence au fait que c'est une classe urbaine. Alors, là aussi, hein, c'est les marchands, les manufacturiers, les banquiers, hein, c'est ceux qui font dans l'industrie, mais c'est aussi ceux qui font dans le commerce et ceux qui font dans la banque et la finance. Au cœur de la rémunération, il y a le profit, exactement comme chez Ricardo et même chez Smith. Deuxième classe, les travailleurs, là aussi même classe. Hein, cette fois-ci, on va intégrer tous les travailleurs, qu'il appelle le prolétariat et dont la rémunération est le salaire. Là aussi, je l'ai déjà dit quand j'ai parlé de Malthus, mais je le redis, il faut toujours un peu répéter. La rémunération, le salaire représente la rémunération de la force de travail. Alors, attention, ça veut dire que le salaire ne représente pas la rémunération du travail, mais la rémunération de la force de travail. En fait, ce que le capitaliste achète, c'est la force de travail, c'est-à-dire la capacité du travailleur à travailler. Ça, c'est un petit amendement par rapport à la pensée de Ricardo. Mais surtout, ce salaire, c'est ça que je voulais dire, qui est conforme à la pensée de Ricardo et de Malthus, ce salaire, il est égal au coût minimum de reproduction de la force de travail. Ce coût minimum de reproduction, c'est-à-dire la subsistance du travailleur, il faut qu'il survive, mais aussi sa capacité à se régénérer en tant que classe, c'est-à-dire à avoir des enfants et à leur donner une forme d'éducation. Donc il faut que le salaire paye ce qui coûte à la force de travail pour se reproduire, c'est-à-dire voilà, de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi avoir des enfants. Donc là aussi, chez Marx, voilà, le salaire, il peut varier ensuite en fonction du marché. Mais là, on a bien une théorie de la valeur du salaire. Hein, c'est-à-dire que le salaire, c'est la quantité de travail qu'il faut pour nourrir, loger des ouvriers, des travailleurs et leurs enfants. On peut comprendre d'ailleurs, en pensant à ça, que les salaires peuvent être différents selon les postes. Si on est un ingénieur ou un ouvrier, le salaire va être différent. Parce que le coût de reproduction de la force de travail d'un ingénieur est plus élevé que le coût de reproduction de la force de travail d'un ouvrier. Pourquoi ? Parce qu'il faudra que l'ingénieur puisse avoir des enfants, il faudra qu'il puisse les éduquer, il faudra que ces enfants deviennent ingénieurs. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les enfants d'ingénieurs vont devenir ingénieurs, c'est-à-dire que l'ingénieur doit être payé au coût de reproduction de la force de travail d'un ingénieur qui nécessite de faire des études et donc d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire des études. Donc c'est la raison pour laquelle l'ingénieur sera plus payé que l'ouvrier. Alors bien sûr, il existe aussi dans le coût du travail un mécanisme de marché. Hein, mais souvenez-vous, on raisonne comme les classiques, c'est-à-dire que le marché tourne toujours autour de la valeur fondamentale. La valeur fondamentale, elle est produite par le coût de production. Et le coût de production, c'est ici le coût de production d'un ingénieur ou d'un ouvrier. Alors le profit, eh bien, c'est la différence entre le coût de production d'une marchandise et son prix de vente. Hein, ça, c'est facile. Mais souvenez-vous, chez Ricardo, le profit était lié au niveau de la rente, et le niveau de la rente était lié au niveau des prix des céréales et du coût alimentaire. Hein, puisque plus les prix étaient élevés, plus la rente allait être élevée. Là aussi, je ne refais pas tout le raisonnement. Et donc, Marx, lui, trouve que cette théorie n'est pas suffisante parce qu'elle ne dit pas, elle décrit de fait le conflit entre propriétaire foncier et bourgeoisie, mais elle ne dit pas d'où vient le profit. D'où vient le profit ? Comment est-ce que le profit émerge ? Alors ça, c'est une question à laquelle Ricardo n'avait pas vraiment répondu. Puisque si tout a une valeur si toutes les marchandises sont produites par le travail, si tout est le produit du travail, comment se fait-il, on peut le dire autrement, comment se fait-il que ceux qui travaillent soient moins bien rémunérés que ceux qui ne travaillent pas, hein, qui sont la bourgeoisie, les capitalistes. Et donc il faut essayer de comprendre d'où vient la plus-value. La plus-value, c'est-à-dire comment se fait-il que la bourgeoisie soit capable de vendre des marchandises à un prix supérieur à ce que ça a coûté pour produire. Alors, à l'époque, beaucoup de théoriciens du monde du travail disaient qu'il y avait une exploitation, c'est-à-dire que clairement,
salariés, enfin les capitalistes, pardon, ne payaient pas le vrai coût de la force du travail. Marx dit en fait c'est pas vrai. Alors c'est là où les choses sont compliquées. Marx dit en fait non, le capitaliste il paye la force du travail à son coût de reproduction. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. La force de travail n'est pas vendue par les travailleurs à un niveau inférieur à sa valeur. Elle est vendue au niveau de sa valeur parce que sa valeur, c'est bien celle-là, c'est le coût de reproduction de la force de travail. Puisque la force de travail se reproduit, ça veut dire que le salaire est bien payé au coût de reproduction, donc à la valeur de la force de travail. En réalité, l'origine du profit, nous dit Marx, est égale entre la différence entre la valeur de la force de travail et la valeur générée par la force de travail. Alors, chez les économistes classiques, on distingue la valeur d'usage de la valeur d'échange. Ce qui est au cœur de la théorie de la valeur, c'est la valeur d'échange. Ce n'est pas la valeur d'usage. C'est pour ça qu'on supprime l'utilité du raisonnement. Mais ce qui se trouve, c'est que le travail, il a une particularité intéressante et unique, c'est qu'il est capable de générer par son usage plus de valeur que sa propre valeur. C'est-à-dire que le fait de faire travailler des gens va produire une valeur supplémentaire au coût en travail qui a nécessité la production de cette force de travail. Alors là, quelque part, j'ai envie de dire, on retrouve un peu la pensée de Quesnay, souvenez-vous. Hein, d'ailleurs, Marx avait lu Quesnay. L'idée que la terre produit davantage que ça a coûté pour produire. Hein. On met 2 quintaux de blé, vous allez faire le TD 1 cette semaine, donc vous allez l'analyser, le texte de Quesnay, donc on met 2, on reproduit 5. Donc à la fin, on a 3 de, Quesnay disait, alors pas de surplus, il disait de produits nets. Voilà. Bon, eh bien en fait, nous dit Marx, la force de travail fonctionne un peu comme la terre chez Quesnay. Alors il ne dit pas ça comme ça, moi je vous le dis pour que vous compreniez, enfin, c'est le lien. C'est-à-dire qu'en fait, la force de travail va coûter 2, et le travail, lorsqu'il va être exploité, utilisé en quelque sorte par le capitaliste, il va produire 5. Donc là, nous dit Marx, en fait, ce n'est pas très compliqué. Si on veut comprendre d'où vient le profit, ce profit, il vient de la différence qui existe entre la valeur marchande de la force de travail, qui est son coût de reproduction, et la valeur d'usage de la force de travail, qui est la manière dont on l'utilise. Et donc, ce profit, il vient de là. Donc ça veut dire que le capitalisme, donc là où il y a exploitation, c'est dans l'idée qu'on va utiliser le travail et on va récupérer la plus-value qui est produite par le travail, mais il n'y a pas, d'après Marx, il n'y a pas erreur sur la valeur de la marchandise. Elle a bien été payée sur sa valeur. Hein, c'est-à-dire que c'est la valeur marchande. Cependant, ce que met en avant donc la pensée de Marx, c'est bien qu'il existe une contradiction entre les intérêts de la bourgeoisie et ceux du prolétariat. Pourquoi ? Parce que cette plus-value réalisée dans le travail, pourquoi est-ce qu'elle est captée par le capitaliste ? Pourquoi elle n'est pas partagée entre le capitaliste et le prolétaire ? Alors c'est ça le grand conflit de classe, en fait, chez Marx. C'est-à-dire qu'il y a un conflit parce que, finalement, cette plus-value, comment elle doit être répartie ? Eh bien, la réalité de la situation économique fait qu'elle est forcément accaparée par le capitaliste, parce que le capitaliste, il est en position de force. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui détient les moyens de production. Autrement dit, et souvenez-vous, j'en ai déjà parlé la dernière fois, ce qui empêche le travailleur de s'auto-exploiter, en quelque sorte, et de produire lui-même une valeur par son travail supérieure au coût de reproduction, c'est qu'il n'a pas accès au capital. Le travailleur ne peut pas s'auto-exploiter, en quelque sorte, pour gagner un peu d'argent, parce qu'avec l'industrialisation, le coût du capital a explosé. Je vous ai expliqué l'autre jour que quand vous voulez filer de la laine de manière traditionnelle, vous avez un rouet ou du lin, enfin une fibre naturelle. Vous avez un rouet qui est facile à produire et qui n'est pas très cher. Donc chaque travailleur pouvait lui-même s'auto-exploiter en quelque sorte et gagner de l'argent en filant de la laine ou du lin. Quand on arrive à la machine à filer mécanique, alors là, on a besoin d'une machine à vapeur, on a besoin d'une machine extrêmement coûteuse, donc une machine à vapeur pour produire l'énergie, puis une machine mécanique qui file le coton, à l'époque c'est plutôt du coton, et ça demande un investissement qui est hors de portée de la plupart des personnes dans les campagnes. Donc ça veut dire que le rouet ne va plus être efficace, le rouet
va disparaître parce qu'il n'est pas performant et que, en fait, une personne qui travaillerait à filer la laine passerait énormément de temps pour vendre un produit qui n'aurait quasiment aucune valeur, parce que le coût, bien sûr, de vente, le prix de vente du fil s'effondre avec la mécanisation. Donc ce qui était rentable auparavant à faire dans les campagnes avec un rouet devient totalement inutile à faire lorsque le prix du fil s'effondre. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui sont mis au chômage parce que leur rouet ne sert plus à rien et qui en même temps ne peuvent pas continuer leur activité parce que simplement eh bien, ils n'ont pas les moyens d'acheter une machine à vapeur et une machine à filer mécanique. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils deviennent des ouvriers. C'est comme ça qu'on transforme la population rurale en population ouvrière. C'est ça qui est au cœur de la dynamique du capitalisme industriel. C'est le fait qu'une grande partie de la population n'a plus accès aux moyens de production. Et donc c'est parce que, si je reviens, c'est parce que les capitalistes ont accès, ont l'argent et ont accès aux moyens de production qu'ils peuvent imposer aux salariés qui travaillent pour eux de les rémunérer pour le prix de la force de travail, mais de ne pas leur donner davantage que cela, parce que de toute façon, c'est ça ou rien. C'est ça où on crève de faim. Donc du coup, le rapport de force fait que toute la plus-value est récupérée par la bourgeoisie. Alors je ne sais plus quelle heure il est. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause de 10 minutes. Et nous reprendrons tout à l'heure. Bon, je vois que pas eu de nouvelles. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Je parle ici des gens qui sont en ligne, parce que je vois que vous êtes 58. Voilà, donc je vais laisser, pour les gens en ligne, je vais laisser la vidéo. Et je reprends dans 10 minutes. Je ne vais donc pas couper la vidéo cette fois-ci. Oui. Comment vous l'avez connu cette promotion? Ah, vous avez essayé de lire le capital? C'est pas évident. Mais il vaut mieux lire pour vous, il vaut mieux lire il y a des documents qui expliquent le capital sans aller jusqu'à lire le capital lui-même. Wikipédia, il y a des cours en ligne aussi qui existent. Mais de toute façon, sur les on va le voir. Oui. Alors, plus la rente est élevée, plus le profit sera faible. Le rapport, il est inverse. D'accord? Pourquoi? Parce que la hausse du prix du blé va avoir pour effet à la fois de baisser les profits, parce que les salaires vont devoir augmenter, et d'augmenter la rente, parce que le coût de production des terres les plus fertiles va rester le même, mais comme le prix va augmenter, l'écart entre le prix et le coût de production des terres fertiles va constituer la rente qui va être accaparée par le propriétaire foncier. Le prix du blé, au fur et à mesure qu'il augmente, comme le coût de production du blé ne varie pas, ça va augmenter l'écart entre le prix et le coût de production. Ça va être accaparé par le propriétaire foncier. Okay? Mais par contre, la rente que l'on donne aux propriétaires fonciers, ce n'est pas la même chose. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas un lien avec le produit, parce que le profit, ça sera le bénéfice de la culture. Pendant que la rente, c'est ce qu'on donne aux propriétaires. Exactement. Donc, dès qu'on lui règle le prix de sa terre. Oui, mais le prix de sa terre, il augmente. Parce que le propriétaire foncier, il a un pouvoir de monopole en quelque sorte. Quand il voit que le capitaliste crée davantage de profit, alors ici on ne parle pas du capitalisme industriel ou marchand, on parle du capitalisme agricole, hein, donc dans votre exemple. C'est un peu particulier. Alors bien sûr, on pourrait considérer que si le prix de vente des blés augmente, que ça
soit le capitaliste agricole, agriculteur, qui récupère la différence. Mais ça, c'est vrai, sauf que le propriétaire foncier, il peut toujours mettre en concurrence les agriculteurs. Et dire, bah, si vous ne donnez pas une rente supérieure, parce que vous avez les profits qui ont augmenté, cette fois-ci les prix vont augmenter, et bien moi, je vais trouver un autre agriculteur. Donc il y a toujours en position de force, en fait. Donc, en fin de compte, c'est lui qui va récupérer le surplus. Mais Ricardo ne pense pas vraiment à cet exemple-là. Lui, il pense plutôt à l'exemple du manufacturier ou du marchand, qui lui va faire un profit qui ne va pas directement dépendre du prix du blé. Il va dépendre du prix de la marchandise qu'il vend. Et ce prix-là, Ricardo, il ne va pas varier, il va rester le même. Donc, si le prix du blé augmente, ses salaires, ses productions vont augmenter, donc sa marge, elle va diminuer. Ok? Je peux vous demander, vous êtes en France depuis cette année, vous êtes français ou vous êtes étranger? Vous êtes étranger, c'est bien ce que je pensais. Et vous êtes arrivé en septembre, là? De quel pays? De la Guinée. De la Guinée. Voilà, la Guinée-Conakry. C'est ça. Bon, bah c'est bien, vous avez été très attentif. Félicitations pour votre... voilà, et bon, comme j'ai dit, vous pouvez venir tous les jours. J'avais une question sur la méthodologie. On organise une réunion, et je voulais voir comment articuler ça. Et du coup, j'ai vu aller à la fin du cours. Et je sais que la dernière fois, vous nous avez dit que dans le cours, dans les animateurs que vous allez avoir, ces questions, c'est ça. Pour quel type vous avez mis, pour les expliquer bien. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est essentiellement des vocabulaires, des questions, et après, avec de l'opposition, c'est juste un tableau à remplir. Ça dépend des fois, il y a des questions, ça va dépendre des chapitres, mais même quand il y a des tableaux à remplir, vous aurez, ça sera précisé dans l'édition à la fin du chapitre. D'accord. Donc, pour ça, j'ai vu qu'il y avait quand même le support de cours, donc je juste essayer de renoter les questions. Voilà. C'est ça, il faut que vous travailliez à partir des chapitres du cours en essayant de trouver des réponses aux questions. On va peut-être en faire quelques-unes là si on a le temps à la fin de la semaine, sur chapitre 2. Et là, je vous pose une question pour qu'est-ce qu'on répondrait si on devait répondre à cette question. Voilà. Et pour revenir si. Bon, après, évidemment, tout ça ne distance pas d'apprendre aussi le cours. Voilà, c'est pas. Mais bien sûr, si vous connaissez la réponse à toutes les questions, vous aurez. Voilà, ça va vous préparer, intelliger tout ça à l'examen. Alors, je préfère pas. Alors, oralement, je veux bien les faire par email. Je ne peux pas traiter vos emails, c'est bon, c'est pas possible. Mais si vous venez me voir à la pause et vous soumettez les questions, je vous répondrai volontiers. Bon alors, en attendant que tout le monde revienne, je vois que j'ai eu une question. Alors d'abord, j'ai eu quelques questions qui m'ont été posées. Comment faut-il réviser? La question est simple. Il faut effectivement s'appuyer sur les questions de cours, les questions qui sont posées à la fin de chaque chapitre, puisque c'est ces questions qui vous seront posées à l'examen terminal. Voilà, donc il faut évidemment travailler ces questions, mais vous allez vite comprendre que pour travailler ces questions, il faut comprendre le cours et qu'en fait, ça ne change pas beaucoup par rapport à d'habitude. Ce qu'il y a au moins, c'est que vous ne serez pas surpris sur les questions parce qu'elles seront issues de ces questions de fin de chapitre. Alors on va peut-être, si on a le temps, on va peut-être en traiter quelques-unes. Rassurez-vous, mademoiselle, je ne commence pas vraiment le cours maintenant. J'ai dit que vous aviez 10 minutes. Voilà, c'est à vous de voir un peu ce qui vous arrange. Voilà. Alors, par contre, une chose, ne m'écrivez pas par email, s'il vous plaît, pour me dire, voilà, quelle est la réponse à cette question, expliquez-moi, etc. Parce que je ne pourrais pas traiter les demandes de correction de 500 étudiants. Si vous avez un doute sur la réponse à une question, vous venez me voir à la pause, hein, et là, on peut discuter, mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des mails, vous êtes très nombreux et je ne vais pas répondre à chacun. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, le TD sera-t-il noté? Alors, le TD 0 sera noté. Voilà, je l'ai dit, je crois. Ça fait partie de vos notes d'évaluation. C'est pour cette raison qu'il faut le rendre.
essayez de le faire le mieux possible. Vous aurez 3 notes en TD, cette note-là, plus 2 autres notes qui seront des notes de contrôle sur table qui seront faites pendant les séances de TD. Mais tout cela, votre chargé d'études va vous le rappeler lors de la première séance. Enfin, en attendant que tout le monde s'installe, vous trouverez sur le site de la faculté la vidéo de la conférence d'Emmanuel Todd qui est venue la semaine dernière, le 5 octobre. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que il était affiché sur les écrans, mais j'ai vu que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants de première année qui sont venus à cette conférence. De toute façon, on ne pouvait pas accueillir tout le monde à cause des mesures sanitaires. Mais sachez que c'était une conférence extrêmement intéressante. Vous voyez ? Donc, vous allez sur le site de la faculté et vous pouvez voir la vidéo. Donc, ça, c'est moi, hein, vous connaissez. Et ça, c'est Emmanuel Todd. Donc, c'est lui qui a parlé. Hein. Moi, j'ai juste présenté au départ. Cette vidéo fait 2h30. C'est très long. Hein, mais c'était un cours qu'on a dispensé pour des étudiants de master en même temps. Alors, Emmanuel Todd, c'est un intellectuel français, sans doute un des plus brillants de mon point de vue intellectuel français, qui est un anthropologue, un historien. Et en fait, il a dû évoquer la question des rapports entre société et individu. Alors, sous l'idée qu'en économie, on a tendance à considérer, dans la méthodologie de la pensée économique, à considérer que l'individu, les comportements individuels construisent la société. En réalité, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue sociologique, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les structures sociales qui influencent les comportements individuels. Et donc j'ai voulu l'inviter pour qu'il nous discute un peu avec les étudiants de master ces conceptions des rapports entre individus et société. Mais d'ailleurs, ces conceptions, alors je comprends bien, je conçois que ça soit un peu abstrait pour vous, cette idée, mais en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'il raconte comment est-ce que certains pays arrivent à mieux se sortir, par exemple, de la crise du Covid que d'autres. Et pour lui, ce qui est au cœur quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, hein, il en a parlé justement, on regarde comment l'Allemagne, par exemple, a beaucoup moins de morts et beaucoup moins de contamination et gère manifestement beaucoup mieux l'épidémie que la France. Pour Emmanuel Todd, ces différences d'approche dans l'épidémie sont liées à des valeurs anthropologiques qui sont différentes en France et en Allemagne. Donc son grand travail en tant qu'anthropologue, c'est essayer de comprendre pourquoi les pays sont différents et pourquoi, par exemple, le capitalisme allemand n'est pas le même que le capitalisme français. Pourquoi la gestion de l'épidémie n'est pas la même en Allemagne qu'en France. Et donc, en fait, c'est au cœur de sa pensée. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tendance en économie à penser que toute la production, toute l'économie est le produit de comportements rationnels déterminés par des individus. Ce que Todd nous explique, c'est qu'en fait, les individus qui paraissent libres et rationnels sont en fait mus par des systèmes de valeurs qui leur ont été inculqués dans l'enfance. Et ces systèmes de valeurs, eh bien, en fait, ils sont culturels. Et finalement, c'est ça qui va déterminer davantage les sociétés pour Todd. Enfin, davantage. Ça va être un déterminant fondamental de la dynamique des sociétés qui est souvent totalement oublié par un certain nombre d'économistes. Voilà, donc c'est une conférence où il résume ses travaux. Sa conférence elle-même dure 1h30, et puis après il y a 1 heure de questions. Il ne faut pas négliger les questions parce qu'elles ont permis d'avoir une réflexion, de compléter, notamment sur, par exemple, le cas de la Chine ou d'autres choses, hein, la réflexion d'Emmanuel Todd, hein, parce que Emmanuel Todd, il ne va pas voir juste la France et l'Allemagne, il va voir toutes les sociétés. Hein. Il a écrit des livres sur l'analyse des structures anthropologiques de sociétés du monde entier, et à partir de là, il explique la dynamique politique et économique de ces pays. Voilà, donc je voulais vous signaler cette conférence que moi j'ai trouvée passionnante et qui est donc accessible en ligne. Elle est accessible publiquement, hein, donc n'importe qui peut la regarder. D'ailleurs, je l'ai déjà partagée sur les réseaux sociaux. Alors, reprenons notre cours. Donc, nous avons donc un système économique qui est un mode de production, qui est le capitalisme, qui est fondé sur 2 classes sociales, qui ont des intérêts divergents. La divergence d'intérêts, c'est qui va s'accaparer la plus-value, c'est-à-dire la différence entre la valeur d'usage de la force de travail et la valeur marchande estimée au coût de production de la force de travail, coût de reproduction de la force de travail de cette force-là. Et donc Marx nous dit il y a une contradiction entre les intérêts des 2 classes, et là on a bien un système dialectique, c'est qu'on a donc 2 classes sociales qui ont besoin l'une de l'autre. Le capitalisme ne peut rien faire, sans l'ouvrier.
l'ouvrier ne peut pas produire sans capitaliste parce qu'il n'a pas accès au capital, souvenez-vous. Et donc, elles ont besoin l'une de l'autre, elles sont dépendantes l'une de l'autre, et en même temps, elles ont des intérêts contradictoires. Et donc, en fait, dit Marx, en fait, c'est ça, la dynamique profonde de l'évolution du capitalisme. C'est cette opposition de classe sociale. Bon, alors pour essayer de réfléchir sur la manière dont le capitalisme fonctionne, il faut, nous dit Marx, montrer qu'est-ce qui est la spécificité du capitalisme. Alors, il va réfléchir à cela en essayant de comprendre comment donc l'économie fonctionne, qu'est-ce qui structure l'économie capitaliste, et donc pour essayer de la comprendre, il va la comparer à d'autres sociétés. Alors, la première chose, c'est que dans une société traditionnelle, nous dit Marx, alors attention, ça, il s'agit d'une reconstruction théorique, hein, ce n'est pas une analyse, il n'est pas allé voir les sociétés traditionnelles, comment elles fonctionnaient. Hein, à l'époque, il n'est pas allé faire des séjours dans les tribus d'Amazonie ou ailleurs pour essayer de voir comment fonctionnaient les sociétés traditionnelles. Ça, c'est une reconstruction intellectuelle. Donc il dit, c'est pour ça que c'est très simplifié en fait. Donc il dit finalement une société traditionnelle, c'est une société de l'échange. L'échange, c'est la marchandise qui est au cœur de l'échange. Comment elle évolue? Eh bien, en fait, on a d'abord une personne qui va vendre la marchandise, donc transformer la marchandise en argent. Et avec cet argent, il va acheter une autre marchandise. Ici, on voit bien, nous dit Marx, que dans ces sociétés-là, au fond, ce qui importe, c'est la marchandise, c'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un intermédiaire qui facilite l'échange et qui transforme une marchandise M en marchandise M'. Donc M', ça veut dire que c'est une autre marchandise. Hein. C'est juste pour distinguer cette deuxième marchandise de la première. Donc cette petite apostrophe, ça s'appelle prime, hein, c'est M'. Donc, nous dit Marx, dans une société traditionnelle, il n'y a pas ici d'idée d'accumulation. C'est ça que c'est important. Il y a une idée d'échange. On va s'échanger. On est un peu dans le mythe du troc de Smith, d'Adam Smith, hein, qu'on retrouve là aussi dans le TD2, je crois. Vous le voyez aussi bien expliqué dans le TD5 sur la monnaie de Graeber. Donc en gros, nous dit... non, le TD4, pardon, de Graeber. Donc il nous dit... Bon, voilà, l'idée de... Ah non, attendez, c'est ni TD d'ACA ni TD5. Bon, c'est TD, je ne sais plus combien. J'ai changé ma fiche de TD, donc je m'y perds. Mais en gros, dans le TD de Graeber, vous verrez. Hein, donc il reprend l'analyse de Smith. Et donc dans ce TD-là, on voit que donc, Graeber cite Adam Smith et il dit, ben voilà, chez Smith, on a bien l'idée que l'argent est un intermédiaire de marchandises, hein, et permet de faire circuler les marchandises, et c'est ça la logique de l'échange. Mais Marx nous dit, bon, en fait, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus dans ces sociétés-là. Et en fait, on est passé au XVIIe siècle, voire au Moyen-Âge, en fait, à la fin du Moyen-Âge, mais ça s'est devenu de plus en plus fort au fur et à mesure de l'évolution des sociétés, dans une société marchande capitaliste. Dans la société marchande capitaliste, on a, dans la vision marchande des choses, on a une inversion. L'argent n'est plus un intermédiaire entre deux marchandises, l'argent est l'origine et la finalité, le but. En gros, qu'est-ce que fait un marchand? Il commence avec de l'argent, il achète une marchandise et il va la revendre plus cher de manière à avoir un argent plus important, A' supérieur à A. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on a un peu la même relation ici, mais elle est inversée dans sa logique, mais c'est la même, parce qu'ensuite, on a AM, 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 etc. On a toujours ce même lien. Et ici, c'est pareil, MA, 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 ça veut dire AM, c'est pareil. Mais il dit que là, par contre, c'est juste qu'on n'a pas changé de principe, on a juste changé de logique. L'idée ici, c'est bien d'accumuler, c'est-à-dire que A' soit supérieur à A. Et quand on continue la logique, on a A' qui va s'échanger contre de nouvelles marchandises, M', qui elles-mêmes vont entraîner A seconde, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va, comme ça, dans la logique marchande du Moyen-Âge et de la Renaissance, on va chercher en fait à accumuler des quantités toujours plus importantes d'argent pour pouvoir commercer toujours davantage. En fait, cette logique-là, c'est la logique du grand commerce, dont, souvenez-vous, je vous ai parlé. Hein, c'est ça qui change la pensée économique européenne. C'est la pensée des marchands italiens, de Venise, de Gênes, etc., à la fin du Moyen-Âge, et qui va s'étendre ensuite dans le reste de l'Europe à la Renaissance. Cette pensée marchande, c'est une pensée qui pense l'accumulation.
qui pense aussi que la marchandise n'est qu'un intermédiaire entre deux sommes d'argent. C'est là que la marchandise va devenir marchandise. C'est-à-dire qu'ici, c'est une marchandise qui n'a pas forcément pour fonction d'être vendue. Ici, la marchandise, elle a pour fonction, dans la société traditionnelle, la marchandise a pour fonction d'être utilisée, d'avoir une valeur d'usage. Dans la société marchande capitaliste, la marchandise a pour fonction première de générer du profit. Et donc là, on bascule de logique. Et surtout, d'engendrer de l'accumulation. Avec l'accumulation, on a un principe de croissance, déjà. Mais c'est une croissance privée, ce n'est pas une croissance générale. Cette société n'est pas encore industrialisée. On a ici juste un marchand qui commerce. D'accord ? Une autre caractéristique d'ailleurs de la marchandise, c'est qu'elle doit être standardisée. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fiche que la marchandise soit unique, soit belle, soit etc. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit vendable. Et pour qu'elle soit vendable, il faut qu'elle soit standardisée. C'est-à-dire que c'est là que la marchandise va devenir marchandise. C'est-à-dire qu'on avait un bien, par exemple, artisanal, qui avait ses malfaçons, ses spécificités, sa beauté, son caractère unique en quelque sorte. Mais ça, pour un marchand, ce n'est pas du tout intéressant d'avoir un bien qui peut varier en qualité. Parce que si le bien varie trop en qualité, on ne sait plus à combien on le vend. Et donc, du coup, il est moins efficace pour transformer de l'argent en argent. D'où la standardisation qui apparaît au Moyen-Âge et qui va s'étendre de plus en plus lorsque le bien va transformer en marchandise, c'est-à-dire en bien dont l'objectif premier, c'est d'être vendu et non pas d'être utilisé. Et puis, nous dit Marx, eh bien, avec la révolution industrielle, on a encore, on garde la logique capitaliste, mais on va l'étendre. Et on va l'étendre par une autre étape. On va garder cette logique-là, mais on va rajouter une étape qui est la transformation de la marchandise. On a de l'argent. Avec cet argent, on achète des facteurs de production. Alors, ce sont du capital fixe et circulant, c'est-à-dire des matières premières et des machines. Et on va acheter aussi, avec ce M, la force de travail. On va combiner dans le processus de production cette force de travail avec ce capital et on va produire une marchandise M' qui va être vendue à prime avec A' supérieur à A. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en fait, la logique capitaliste, industrielle, est la même que la logique marchande. C'est-à-dire qu'on est bien ici dans le produit, dans le principe de l'accumulation marchand. Mais la différence, c'est qu'au lieu de commercer, ce n'est pas très efficace de commercer parce qu'il faut évidemment chercher des marchandises. On peut pas. En fait, on est obligé de se déplacer à la distance, de trouver des gens aussi pour nous vendre des marchandises, et puis des acheteurs pour nous acheter plus cher. Mais là, l'intérêt, c'est qu'avec cette étape de transformation, on peut produire nous-mêmes notre propre marchandise, en quelque sorte. Donc, on contrôle la qualité de la marchandise, on contrôle le processus de production, et puis surtout, c'est là que le profit va apparaître. Le profit va apparaître dans le processus de production. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va exploiter la force de travail. Donc en fait, nous dit Marx, la société capitaliste industrielle, c'est une société marchande qui a étendu, en quelque sorte, son fonctionnement en introduisant une part de transformation. Mais c'est bien le même principe que la société marchande, puisque c'est bien l'argent qui est à la fois à l'origine, le point de départ, et le point d'arrivée, la conclusion. C'est bien l'argent qui est le but, ici, de cette opération, et c'est bien l'accumulation d'argent qui, finalement, explique tout ce principe-là. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a 3 étapes dans la réalisation du profit. Premièrement, donc l'étape 1, l'argent se transforme en marchandise, donc c'est là qu'on va acheter des facteurs de production, capital et travail. Et souvenez-vous, capital, on a les deux dimensions, le fixe et le circulant, les matières premières, les capital circulant, et les machines, capital fixe. Et puis ensuite, on a l'étape de production. Alors cette première étape, elle est extrêmement facile à faire. Acheter des facteurs de production, ce n'est pas le truc le plus compliqué. Là, on va voir une deuxième étape qui va être un peu plus compliquée et délicate, c'est le processus de production, c'est-à-dire la transformation des inputs en outputs. C'est là, nous dit Marx, que le profit va être créé. C'est dans cette étape-là que le profit va être créé, puisque c'est dans cette étape-là que la force de travail est utilisée. Et donc c'est là qu'elle va générer la plus-value. Néanmoins, donc, pour organiser la production, là, ça devient plus compliqué que simplement pour acheter des intrants, des inputs. Ça va être plus compliqué, c'est là qu'on va, voilà, souvenez-vous qu'on va organiser le travail, qu'on va établir l'usine, qu'on va éviter les grèves pour permettre la production de se faire dans les meilleures conditions. Et puis enfin, il y a la 3e étape,
qui est la vente de la marchandise produite qui devrait générer une somme d'argent supérieure à la somme avec laquelle on a acheté les marchandises au départ. Ce n'est pas là que se crée le profit, puisque le profit il est créé dans le processus de production, dans la force de travail, mais c'est là que le profit est réalisé. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de vente, eh bien, on n'aura pas de profit. Donc il y a le moment où le profit est créé, le moment où il est généré en quelque sorte, dans le processus de production, et puis il y a le moment où le profit va être monétarisé, c'est-à-dire transformé en monnaie, et là il va apparaître comme un profit, c'est dans la phase de vente. Or, nous dit Marx, cette phase de vente, eh bien, elle pose problème. C'est sans doute des 3 phases la plus difficile. Pourquoi elle pose problème? Parce qu'il faut des débouchés, c'est-à-dire une demande solvable. Il faut qu'il y ait des gens qui veuillent acheter la marchandise qu'on a produite, mais aussi, pas simplement qu'ils veuillent, mais qu'il y ait la capacité financière d'acheter ces marchandises. Et ces débouchés sont, en fait, ils se heurtent à une limite qui est le principe d'accumulation lui-même. Si vous avez une personne qui veut chercher à toujours produire davantage d'argent avec le processus industriel, dans cette logique-là, et qui va toujours accumuler de l'argent, ça veut dire qu'elle va réinvestir à prime pour ensuite acheter de nouvelles marchandises et produire davantage. Donc cette logique de croissance individuelle. Le problème, c'est qu'elle capte de plus en plus d'argent dans ce processus et qu'elle réduit les débouchés, les capacités des autres personnes à acheter ses propres marchandises. Si vous avez une seule personne qui fait ça, ça peut fonctionner, pourquoi pas. Mais si toute l'économie tourne autour de cela, et c'est bien ça le principe de l'économie capitaliste, alors vous allez vite vous retrouver dans un problème qui est que l'argent que vous accumulez et que vous, en quelque sorte, ponctionnez sur l'économie pour amorcer et continuer votre logique d'accumulation, il va vous manquer lorsqu'après, il faudra que vous vendiez vos marchandises. Donc, nous dit Marx, le problème, c'est qu'on a structurellement un problème de débouché dans le capitalisme. Cette logique d'accumulation des capacités de production devrait, pour être soutenable à long terme, trouver toujours en face d'elle des débouchés qui s'accroissent au même rythme. Mais le problème, c'est que ces débouchés ne peuvent pas s'accroître au même rythme parce qu'en même temps, on prélève de l'argent pour investir dans ces capacités de production. Donc on se retrouve devant une contradiction logique, nous dit Marx. C'est que cette société capitaliste industrielle, qui ne cesse d'augmenter ses capacités de production, assèche les moyens avec lesquels les gens vont pouvoir acheter la production qu'elle a produite. D'où des crises régulières de débouchés, d'où l'incapacité de certains industriels à vendre leurs marchandises. Et alors, quand il y en a alors ça arrive tout le temps, il y a toujours quelques industriels qui font faillite parce qu'ils n'arrivent pas à produire un produit qui intéresse les gens. Mais le problème, c'est que cette faillite, elle est structurelle au système. L'accumulation de production, l'accumulation et la production toujours grandissante de marchandises n'a de sens que si on peut réaliser le profit en les vendant. Si on n'a pas de débouchés, eh bien, on fait faillite. Donc parfois, il y a des industriels individuels qui font faillite, mais parfois, il y a des crises générales de débouchés qui entraînent un cycle économique décroissant. Et donc Marx, en fait, c'est le premier économiste, on peut dire, à analyser les cycles économiques, et à comprendre qu'en réalité, toute cette dynamique d'accumulation de capital, donc d'accumulation de facteurs de production, se heurte à la limite des débouchés, simplement parce que l'argent est toujours prélevé pour racheter de nouvelles capacités de production, au lieu d'être distribué à l'ensemble de la société pour qu'ils achètent les marchandises qu'on a produites. Donc on a ici, voilà, bon, c'est ce que j'ai dit, je viens de dire, mais je le redis du coup, puisque c'est la diapo de maintenant, qu'on a une première crise structurelle du capitalisme, c'est une crise conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle arrive régulièrement, elle ne met pas forcément à bas le capitalisme, hein, mais on voit, c'est des cycles, voilà, les cycles des affaires. L'idée d'une logique d'accumulation infinie du capital, avec toujours davantage de facteurs de production, hein, l'argent de départ avec lequel on va acheter des machines et des matières premières et du travail va augmenter, qui va se transformer en prime à la seconde, etc., mais qui va engendrer du coup une croissance toujours plus importante de marchandises, risque d'aboutir à une contradiction en raison de la faiblesse des débouchés. Alors pour résoudre la faiblesse des débouchés, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut baisser les prix. C'est ce qui se passe très souvent, hein. C'est-à-dire qu'en période de récession, les industriels, ils bradent leur production parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés, donc ils vont baisser les prix. Mais en baissant les prix, ils vont se retrouver là aussi
du coup, à se retrouver devant un problème qui est que le profit qu'ils ont généré n'a pas été réalisé, parce que s'ils bradent le prix de la production, ils vont se retrouver avec un A' qui ne sera pas supérieur au A de départ. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à plus pouvoir faire de profit, et parfois ils vont faire des pertes. D'ailleurs, dans les périodes de récession, en général, les prix baissent. Ça aussi, vous pouvez le retrouver. Si vous avez choisi l'option Histoire des faits économiques, vous verrez qu'on va étudier la crise des années 30. Qu'est-ce que c'est que la crise des années 30 aux États-Unis? C'est l'effondrement de tous les prix. Donc pourquoi? À cause de ce problème-là. À cause du fait qu'on n'arrive pas à vendre, donc on brade. Et comme on brade, alors on trouve un peu des acheteurs. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on se rattrape. Donc on va baisser les salaires, on va baisser soi-même ce qu'on va acheter. Et donc on va rentrer dans un cycle de récession. Bon, l'idée aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que le profit est réalisé sur la vente. Donc en fait, tout le monde veut vendre, tout le monde veut vendre sa marchandise, mais comme on gagne de l'argent en achetant moins cher que ce qu'on vend, on voit bien que le souci, c'est qu'on va du coup limiter ses achats et augmenter ses ventes, mais tout le monde ne peut pas faire ça en même temps, parce que toutes les ventes sont des achats. Au bout d'un moment, le système doit s'équilibrer. Or là, il ne peut pas s'équilibrer, parce que justement, il est construit sur une logique de production croissante et de vente croissante, sans forcément qu'il y ait à côté une distribution d'argent qui permette à ces ventes de se faire. Alors, ça, c'est une crise qui arrive, donc je dis conjoncturelle, qui arrive très régulièrement dans le capitalisme et qui doit trouver une résolution. Comment elle se résout? Eh bien, de plusieurs manières. D'abord, on voit bien que cette croissance de la production capitaliste ne peut être résolue que si le capitalisme s'étend. C'est-à-dire on est ici dans un système qui, fondamentalement, est un système qui va créer de la croissance et qui va pouvoir créer cette croissance que s'il parvient à s'étendre. Alors s'étendre comment? Déjà géographiquement, dans le cadre des frontières nationales. En gros, la première phase qui va permettre au capitalisme de se développer, c'est qu'il va faire disparaître toute l'activité traditionnelle. Et ça va aller très vite. Et pour le coup, là aussi, Marx a raison. C'est ce qui se passe. Alors, très vite, les artisans, toutes les sociétés traditionnelles disparaissent. On le voit d'ailleurs, c'est une dynamique constante dans le capitalisme. Vous voyez comment les supermarchés ou les hypermarchés ont fait disparaître les petits commerçants. Il n'y a quasiment plus d'épiceries. Il y en a encore quelques-unes à Angers, mais si vous aviez une machine à remonter le temps, vous remontiez dans les années 50, vous verrez qu'à l'époque, tout le monde fait ses courses sur les marchés ou dans les épiceries. Il n'y a pas de supermarché. Bon, ce supermarché, c'est du capitalisme en fait. C'est-à-dire qu'on passe de l'artisanat au capitalisme, donc les artisans individuels donc les commerçants, à une entreprise capitaliste qui va complètement repenser avec des grands parkings, avec des immenses surfaces, avec des coûts bas, va repenser le modèle de consommation, et tout ça va totalement éradiquer toute la société traditionnelle. Bon, il se passe pareil en agriculture. L'agriculture paysanne, traditionnelle de la fin du XIXe siècle a totalement disparu avec la mécanisation et l'industrialisation de la production agricole. Mais en fait, on voit ça partout. Donc, le premier élément, c'est que ce système-là peut fonctionner grâce à l'existence d'un système un peu productiviste arriéré qu'il va progressivement remplacer. Donc, il va trouver des débouchés dans les gens qui achetaient au secteur traditionnel et qui vont se tourner vers le secteur industriel. Ça, c'est une structure tendancielle du capitalisme. Voilà. Fin de l'artisanat, fin de la paysannerie, fin du travail indépendant et globalement généralisation du salariat, c'est-à-dire que les gens, ils vont perdre leur indépendance, et ça aussi c'est au cœur du problème, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus produire eux-mêmes pour eux-mêmes avec leur propre capital, ils vont devoir être salariés et travailler pour une entreprise capitaliste. Cette dynamique-là continue d'exister. Je sais qu'on dit parfois, regardez avec l'ubérisation, on retrouve le travailleur indépendant contre le salarié, mais en réalité, malgré tous ces emplois individuels permis par Internet et l'économie, ce qu'on appelle l'économie des plateformes, aujourd'hui, on reste encore dans le salariat pour l'essentiel du travail, notamment du travail bien rémunéré. Le problème de cette économie des plateformes, c'est que très souvent, le travail n'est pas vraiment rémunéré. Deuxième élément, une fois qu'on arrive aux frontières du pays, une fois qu'on a détruit tout l'artisanat ou tout le secteur d'activité traditionnel, la logique d'accumulation persiste. Donc l'idée qu'il faut toujours produire davantage et toujours trouver des débouchés ailleurs
se heurte ici maintenant à une frontière nationale. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Aucun souci, on va étendre la production dans le reste du monde. On va commencer à exporter et à trouver des débouchés extérieurs. Sauf qu'en face, on se retrouve devant des pays qui ne veulent pas nous acheter des produits. Qu'à cela ne tienne, on va envoyer notre flotte et on va ouvrir de force ces pays à nos marchandises. Alors ça va être la colonisation. Alors là aussi, c'est un phénomène qui apparaît dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment où justement le capitalisme industriel en Europe, notamment dans les pays les plus avancés d'Europe de l'Ouest, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne ensuite, mais après, l'Allemagne arrive avec un peu de retard. Donc ces pays qui voient leur capitalisme à maturité, avoir en partie détruit une grande partie de la société traditionnelle, enfin l'économie traditionnelle, vont du coup se mettre à chercher des débouchés en Afrique, en Asie. Donc là, il va y avoir des périodes de colonisation. Voilà, en France, on colonise l'Algérie dès les années 1830, mais très vite, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on va coloniser l'Afrique et l'Asie. Pas forcément en disant qu'on allait chercher des débouchés, mais finalement, c'est bien de ça dont il s'agit. On va étendre, on va utiliser ces pays à la fois comme ressources pour avoir des matières premières, mais aussi pour construire des chemins de fer, pour construire tout un ensemble, pour en fait implanter le capitalisme dans ces pays. On va aussi avoir la colonisation de la Chine, alors ça aussi j'en parlerai en cours d'histoire des faits économiques, c'est un peu particulier parce que la Chine n'est pas colonisée au sens légal du terme, mais de fait elle est sous domination britannique et française et européenne, puisqu'elle ne contrôle plus son commerce. Et là aussi, c'est des guerres qui sont très spécifiques, c'est des guerres qui visent à ouvrir de force le marché chinois. Alors au début à l'opium, puis en fait à toutes les autres marchandises. D'où le nom de ces conflits qui s'appellent les guerres de l'opium. En gros, les Anglais et les Français voulaient pouvoir vendre de l'opium en Chine, et puis très vite, ils vont chercher à vendre tout ce qu'ils peuvent, et notamment toute leur production industrielle supplémentaire en Chine. Troisième élément. Une fois qu'on s'est étendu dans toutes les frontières nationales, qu'on a détruit l'artisanat et la société économique traditionnelle, une fois qu'on a colonisé le monde entier, parce que c'est ce qui se passe au début du XXe siècle, le monde entier est colonisé par l'Europe, quasiment. Il y a encore quelques pays qui subsistent. Alors, parmi les pays qui n'ont pas été colonisés, il y a la Thaïlande, en Asie, il y a l'Éthiopie, alors qui n'a pas été colonisée, mais qui a quand même été un peu colonisée par les Italiens. Enfin, il y a eu une guerre effroyable, mais qui n'a pas duré très longtemps. Pardon ? Alors le Maroc, c'est un peu particulier. Le Maroc a été le Maroc a été en quelque sorte colonisé, parce que certes, il est resté un État indépendant, mais en fait, il était sous domination française. Il y avait un mandat français sur le Maroc. Donc, mais c'est pas la même. Si vous avez raison, c'est pas la même colonisation que l'Algérie. Après, la colonisation peut prendre différentes formes. Par exemple, la Chine, officiellement, n'a jamais été colonisée. En réalité, elle était sous domination très claire. Bref, tout ça pour dire qu'on arrive à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, là, que quasiment tous les pays du monde soient colonisés. Et là aussi, dans la pensée marxiste, qu'est-ce qu'on fait? Parce que cette dynamique de croissance exponentielle des capacités de production se heurte toujours au problème des débouchés. Alors, nous disent les marxistes, alors c'est pas Marx, parce qu'il est mort bien avant, nous disent, on va détruire sa propre production. On va faire de l'économie de guerre. C'est là qu'on va avoir les deux guerres mondiales. Oui, ça marche très bien, l'analyse marxiste pour expliquer la dynamique capitaliste. Finalement, ça résout le problème de la crise des débouchés. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en période de guerre mondiale, il n'y a plus de chômage. Alors évidemment, il y a aussi une destruction énorme, à la fois des gens et du capital productif. Donc on est toujours en train de vouloir reconstruire des usines qui ont été dévastées. Donc forcément, la question de la fin des débouchés ne se pose plus. Bon, mais l'analyse que je viens de vous faire, elle a quand même une limite. C'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a des phases de décolonisation. Alors, certains diraient, mais pas complète, ce qui n'est pas totalement faux. On a des conflits, mais on n'a plus de guerre mondiale qui détruisent l'ensemble des économies capitalistes. Et donc, la question se pose de savoir qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale pour éviter cette dynamique destructrice, autodestructrice en fait, du système, une espèce d'ogre capitaliste qui finit par conquérir tout. Là, on a, d'après un certain nombre d'économistes, notamment les théoriciens de la régulation, ils nous expliquent que la contradiction profonde du capitalisme continuait d'exister après la Seconde Guerre mondiale, mais elle s'est résolue autrement. Elle s'est résolue par la consommation de masse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a changé dans le capitalisme après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'établissement des États sociaux
et donc qui a forcé le capitalisme à redistribuer une partie du profit, une partie de la plus-value à ses propres salariés. Et ça a permis de résoudre le problème des débouchés, puisque finalement, la hausse du niveau de vie et l'apparition des classes moyennes, la hausse du niveau de vie d'une grande partie du prolétariat, a entraîné une résolution du problème de cette dynamique du manque de débouchés. Alors ça, c'est un certain nombre de théories. Bon, là aussi, on arrive aussi à une limite à cette théorie, c'est que dans les années 70, depuis la fin des 30 Glorieuses, on revient à un problème de dynamique économique. Alors que là, on pourra vous dire que la crise des débouchés se résolve par une forme de destruction créatrice, c'est-à-dire que le capitalisme lui-même s'est beaucoup transformé avec les nouvelles technologies et se détruit lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sociétés, par exemple, vous voyez la disparition des disquaires, par exemple, ou des ventes de DVD, etc. Tout ça, c'est lié aux plateformes qui vont distribuer la musique ou les films en ligne. Donc ça, c'est le capitalisme lui-même qui se renouvelle constamment et qui détruit des sociétés, des secteurs qui auparavant étaient en quelque sorte artisanales et qui deviennent qui se font détruire par, on va dire, les géants du net ou des choses comme ça. C'est une théorie intéressante. Moi, je ne vais pas aller jusque-là parce que j'avoue que moi-même, je n'ai pas forcément de réponse à toutes ces questions. Et vous voyez comment l'analyse marxiste de la crise des débouchés peut finalement nous permettre de réfléchir sur la dynamique du capitalisme. On peut aussi considérer que les crises de surproduction réapparaissent régulièrement, puisque finalement la croissance économique s'est beaucoup ralentie. Aujourd'hui, on a une croissance économique qui est quasiment égale à zéro en Europe depuis 20 ans. Donc là aussi, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on revient à des crises de surproduction, et donc on se retrouve toujours dans ce problème d'accumulation continue des facteurs de production et de la difficulté qu'on a de vendre cette production et de trouver des débouchés pour cette production. Si on n'arrive pas à vendre ces débouchés, on les brade. Et finalement, ce qui se passe depuis les années 2000, c'est globalement une inflation très faible, une inflation quasiment égale à zéro, une difficulté une crise des débouchés qui est latente, qui est expliquée par la baisse, l'arrêt de la hausse des salaires, et donc lié à la compétitivité et à la concurrence mondiale. Donc on a en quelque sorte, là aussi, une crise profonde du capitalisme. Alors ce qui n'est pas ici évoqué, c'est bien sûr la question environnementale, mais qui bien sûr s'intègre totalement dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand on a un système qui ne fait qu'accumuler des capacités de production, il se heurte aussi aux limites, aux ressources de la planète. Je vous renvoie à la grande discussion qu'on a eue au début de chapitre. Bon, et puis il y a un deuxième élément de crise, c'est la baisse tendancielle d'autres profits. Alors ça n'a rien à voir avec la première crise. C'est une autre crise. C'est-à-dire la première crise, c'est le problème de l'accumulation du capital, du principe d'accumulation, et notamment qui implique que les ventes doivent toujours augmenter alors que les capacités d'achat, eux, n'augmentent pas forcément. Mais il y a une autre raison, une autre crise qui, là, cette fois-ci, est une crise structurelle, et pour Marx, qui est la crise majeure du capitalisme. Alors cette crise, eh bien, elle est le produit donc de la contradiction entre les deux classes sociales qu'on a vues, c'est-à-dire le capitalisme, la bourgeoisie et le prolétariat. Et Marx va nous expliquer que cette contradiction, elle va engendrer finalement la fin programmée du capitalisme. C'est-à-dire que autant les crises conjoncturelles n'entraînent pas forcément la fin du capitalisme, autant cette tension sur le taux de profit va entraîner, nous dit Marx, la fin du capitalisme. Alors pour essayer de comprendre la logique ici qui est à l'œuvre, il faut réfléchir sur le fait que, comme chez Ricardo, le taux de profit va déterminer le rythme d'accumulation du capital. Chez Marx comme chez Ricardo. C'est-à-dire que plus le profit est important, plus ça va être rentable d'investir et plus les entrepreneurs, les capitalistes, vont investir et vont accumuler du capital. Lorsque le taux de profit faiblit, le rythme d'accumulation faiblit, et lorsque le taux de profit est égal à zéro, il n'y a plus d'accumulation. C'est ce qu'on avait vu chez Ricardo avec l'état stationnaire. Marx, il va construire une théorie de l'état stationnaire, mais sur un autre modèle. Alors c'est intéressant aussi, d'ailleurs c'est une question qui revient dans les questions du chapitre 2, c'est comment on peut comparer l'analyse de Ricardo avec celle de Marx. Dans les deux cas, on a une baisse du taux de profit,
mais elle n'est pas liée à la même logique. Chez Ricardo, la baisse du taux de profit, elle est liée à la hausse de la rente, qui est même liée à la hausse des prix agricoles. Chez Marx, c'est une autre logique. Alors, pour essayer de comprendre cette logique, eh bien, il faut raisonner un peu de manière mathématique en essayant déjà de décomposer ce qui est au fond le taux de profit. Donc tout d'abord, le taux de profit, qu'est-ce que c'est? Le taux de profit, attention, ce n'est pas la même chose que le profit. C'est un rapport. Un taux, c'est un rapport. D'accord? Le profit, c'est lié à l'ensemble du profit qu'on fait sur ses ventes. Hein, et le taux de profit, c'est l'ensemble du profit divisé par le capital investi, le montant qu'on a dépensé au départ. Donc on peut donner ici cette formule-là, taux de profit qu'on va noter R, rate en anglais, un taux de profit R est égal au profit réalisé, qu'on note pi, le profit total réalisé, d'accord, divisé par le capital avancé. Combien on a dépensé pour réaliser la production. D'accord, donc vous avez une dépense au départ, vous faites un profit, vous faites le rapport entre le profit et la dépense. Okay, retenez bien cette formule parce qu'on va la voir dans d'autres chapitres plus tard. Et je sais que ça vous pose parfois problème. Parce qu'une fois que vous avez calculé le profit, vous dites « Ah, c'est terminé ». Non. Une fois qu'on a calculé le profit, il faut calculer le taux de profit. Ce n'est pas la même chose. Bon, ça c'est... on va dire c'est pas Marx qui invente. Hein. Le taux de profit, c'est la définition de taux de profit que vous trouverez partout. Le taux de profit, c'est profit réalisé sur capital avancé. Donc on met K, capital avancé, pi, profit réalisé, R, taux de profit. Là aussi, on va retrouver souvent ces notations. Or, nous dit Marx, le capital avancé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est deux choses, le capital constant et le capital variable. Le capital constant, c'est ce qui ne dépend pas du volume de production. C'est plus ou moins le capital fixe d'Adam Smith. Alors lui, il appelle ça le capital constant. Je sais que ça peut troubler parce qu'on a les mêmes choses définies d'une autre manière. Mais vous allez comprendre aussi pourquoi, parce que le capital variable il va être différent de Smith. Donc le capital constant, c'est en quelque sorte ce qui ne varie pas avec la production, c'est-à-dire le capital fixe, les bâtiments, les machines, les choses comme ça. Et puis le capital variable, comme son nom l'indique, c'est ce qui varie avec la quantité de production, c'est-à-dire les matières premières, mais aussi le travail, la force de travail, le coût de travail. Parce que si vous ne produisez rien, vous n'avez pas besoin d'embaucher des gens. Donc on a bien ici deux éléments du capital variable, les matières premières, on va dire, et puis la force de travail qu'on a dû embaucher pour réaliser la production. Donc capital variable, on va le noter V. Bon, ben, c'est marqué ici, capital constant représente les biens d'équipement. Ah non, je vous ai mis aussi les matières premières. Ah ben, du coup, je me trompe. Il faut que je vérifie ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour le raisonnement. Bon, écoutez, on va considérer que c'est ce qui est marqué sur le diaporama qui est vrai. Alors, vous voyez, bon, diaporama, donc ça veut dire capital constant, c'est ce qui est matériel, bien d'équipement et matières premières. Capital variable, c'est la force de travail. Bon, qu'on mette les matières premières en capital constant ou capital variable, ça ne change absolument rien au raisonnement. Donc, je vérifierai d'ici demain ou la semaine prochaine, je ne sais pas si j'ai le temps, pour vérifier si je ne me trompe pas. Mais si j'ai écrit ça, c'est que j'ai dû vérifier avant. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le capital variable, donc la force de travail, le capital constant, le capital physique, matériel. Donc, R est égal à pi sur K. Ça, c'est cette formule-là. Okay, en pourcentage, si on l'écrit en pourcentage, on multiplie par 100. Capital avancé, c'est C, grand C plus grand V. OK, là aussi, pas de souci. Maintenant, on va faire une opération qui est de diviser les deux, le numérateur et le dénominateur par V. On se retrouve à pi sur V divisé par C sur V plus V sur V. Ce qui nous donne V sur V c'est égal à 1, pi sur V sur C sur V. Alors là, on apparaissent deux ratios. Le ratio du profit réalisé sur le capital variable, donc ici la force de travail, je reprends ce qui est marqué sur la diapo, hein, c'est mieux, je pense que c'est plus fiable que ma mémoire. Donc V c'est le capital variable qui représente la force de travail, et donc on a le profit divisé par, en quelque sorte, la main-d'œuvre, hein, la valeur de la main-d'œuvre. Et puis on a le capital, ici l'autre ratio, qui est le capital constant divisé par le capital variable, c'est-à-dire le capital matériel divisé par la force de travail qu'on a mis dans la production.
Et on constate que ces deux ratios, ici, ils sont de deux côtés de la fraction. Vous savez comment fonctionne une fraction. Plus le numérateur est important, plus la valeur globale de la fraction va être importante. À l'inverse, plus les dénominateurs sera important, plus la valeur globale du ratio, ici, de la fraction, sera faible. On est d'accord? Si j'augmente C sur V, je diminue ça. Et si j'augmente pi sur V, je vais l'augmenter, hein, le total ici. Ce total ici, ce n'est pas rien, c'est le taux de profit. Donc on va voir que le taux de profit, il dépend de ces deux ratios, pi sur V et C sur V. Il augmente quand pi sur V augmente, et il baisse quand C sur V augmente. On est d'accord? C'est des maths de collège hein, que je vous fais, hein, ça devrait marcher. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que sont ces deux rapports et qu'est-ce qu'ils signifient? C'est ça qui est important. Pi sur V, en numérateur donc, c'est le profit réalisé divisé par la force de travail qu'on a accumulée, qu'on a produit. C'est un ratio dont Marx dit qu'il correspond au taux d'exploitation du travail. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas, 10 ouvriers. Avec 10 ouvriers, vous faites 1000 de profit. On peut dire que votre capacité d'exploiter vos ouvriers, c'est de 1000 sur 10, c'est-à-dire 100. D'accord? Si vous licenciez un ouvrier, vous passez de 10 à 9, alors votre taux d'exploitation va augmenter. Si vous faites toujours le même profit en licenciant un ouvrier, eh bien vous allez avoir un taux d'exploitation qui va augmenter. Donc en fait, c'est combien de profit vous rapporte chaque ouvrier, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça, ou le travail que vous avez acheté. Le rapport C sur V, qu'est-ce qu'il exprime? Eh bien, il exprime la composition du capital. Est-ce que ce capital, il est plus matériel ou est-ce qu'il est plus humain? Est-ce qu'il correspond davantage à l'achat de main-d'œuvre ou est-ce qu'il correspond à l'achat de machines et de matières premières? C'est ce que Marx appelle la composition organique du capital, le rapport entre le capital matériel et le capital travail. Ce ratio, C sur V, en fait, il est déterminé comment? Il est déterminé par les évolutions technologiques. Plus on a une croissance technologique, plus les machines vont coûter cher. Au fur et à mesure que le capitalisme va se développer, il va accumuler du capital matériel. Et il va aussi investir dans des machines plus performantes. Ça, c'est la logique du capitalisme. Donc, au bout d'un moment, nous dit Marx, C va prendre une place de plus en plus importante. C'est cette dynamique qu'on voit ici. Lorsque C augmente plus vite que V, lorsque la valeur des machines augmente plus fortement que la valeur de la force de travail qu'on a achetée, alors la composition organique du capital devient davantage matérielle. Qu'est-ce qui se passe si C augmente plus vite que V? Alors on va se retrouver avec C sur V qui va s'accroître. Or, C sur V est au dénominateur. Ça veut dire que le profit va baisser. En fait, c'est ça la baisse tendancielle du taux de profit. C'est qu'au fur et à mesure que le capitalisme va se développer, les capitalistes, pour pouvoir faire davantage de profit, ils vont passer leur temps à investir dans des machines plus performantes. Et pour cela, ils vont augmenter la valeur des machines et diminuer la valeur de leurs ouvriers, c'est-à-dire qu'ils vont le nombre de leurs ouvriers. En fait, ils vont remplacer des ouvriers par des machines. Au fur et à mesure qu'ils remplacent des ouvriers par des machines, la composition organique du capital va se transformer et devenir plus matérielle. C sur V ne va donc faire que s'accroître au cours du temps. Si vous laissez tout inchangé, vous reprenez l'équation ici, plus C sur V s'accroît, plus le taux de profit va baisser. Or, ça, c'est une constante logique du capitalisme. De par l'amélioration constante du capital matériel, de par l'amélioration technologique qui permet d'avoir des machines plus performantes, de par la logique même qui fait qu'on va licencier des gens pour acheter des machines pour les remplacer, eh bien on va avoir un C sur V qui va tendanciellement s'accroître. Si on ne fait rien, si on ne touche pas au rapport pi sur V, alors le profit baisse. C'est ça la baisse tendancielle du taux de profit. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure si j'allais en parler. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. La baisse tendancielle du taux de profit, elle est la conséquence technique du fait que le capital devient de plus en plus matériel parce qu'on remplace de plus en plus les hommes par des machines. Et donc, on va avoir un taux de profit qui va baisser. Mais le taux de profit qui baisse, c'est très mauvais pour les capitalistes, évidemment.
Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de compenser cette baisse tendancielle de taux de profit en augmentant le taux d'exploitation. Ils vont tenter de produire toujours davantage de profit par travailleurs recrutés en quelque sorte. Et donc le taux de profit, donc si on veut maintenir le taux de profit au niveau où il était auparavant, eh bien il faut augmenter la valeur du numérateur, c'est-à-dire de pi sur V, et donc il faut faire en sorte d'augmenter le taux d'exploitation du travail. Comment va-t-on faire? Eh bien, on va demander à ces salariés de travailler plus longtemps. On va les faire travailler plus intensément. On va allonger la durée de travail. On peut même simplement tendre à chercher à baisser leur salaire. Alors là aussi, il y a des limites, parce que, encore une fois, on est limité au niveau du salaire par le coût de reproduction de la force du travail. Mais on se retrouve d'ici devant finalement un conflit qui va se radicaliser entre les propriétaires du capital et les ouvriers. Parce qu'au fur et à mesure que le taux de profit va baisser, le capitaliste va chercher à le réaugmenter. Pour ça, il va demander aux travailleurs de travailler davantage, d'intensifier davantage leur travail. Il va donc dire, voilà, par la voix du président de la République, par exemple, il faut qu'on travaille plus. Qu'est-ce que ça veut dire travailler plus? Ça veut dire pas être payé plus. Ça veut dire avoir des semaines de travail plus longues. Ça veut dire ne plus prendre de vacances. Ça veut dire éventuellement, on va chercher à subventionner des entreprises pour leur permettre d'être plus compétitives et de maintenir le taux de profit au niveau où il était auparavant. Par exemple, on va supprimer les impôts de production. Évidemment, je fais référence à ce qui était annoncé par Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps. Le gouvernement veut, dans le plan de relance, baisser de 10 milliards par an les impôts de production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va augmenter le taux de profit. François Hollande avait fait par le CICE aussi une subvention, là aussi des entreprises, qui avaient exactement le même objectif, augmenter le taux de profit. Pourquoi? Parce que le taux de profit aurait tendance à baisser. Alors ça, je vous fais une analyse marxiste, je ne vous dis pas que c'est ça qui fonctionne. D'ailleurs, Marx, finalement, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est logique, mais est-ce que le taux de profit baisse? Oui, c'est vrai qu'il a baissé. Est-ce que, cependant, les conditions de travail n'ont cessé de se dégrader depuis le XIXe siècle? Non. Il se trouve que ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc vous voyez, l'analyse de Marx, elle se heurte à des événements historiques. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si on regarde depuis 10 ans ou depuis 20 ans la dynamique capitalisme français, on voit bien quand même une dégradation, en tout cas depuis 10 ans, c'est clair, des conditions de travail. On voit bien une hausse de la fiscalité des ménages et une baisse de la fiscalité des entreprises. Donc il est tout à fait... vous voyez, l'analyse de Marx, elle peut marcher de temps en temps, et puis d'autres fois, elle ne fonctionne pas. Enfin, peu importe. Ce qui intéresse ici Marx, c'est que cette dynamique technologique, le fait que le capital acquiert une valeur de plus en plus importante, le fait que le capital soit de plus en plus performant, le fait qu'on remplace des travailleurs par des machines, tout ça est inhérent à la logique du capitalisme pour maximiser le profit. Mais il va entraîner une conséquence qui est la baisse tendancielle du taux de profit. Et cette baisse tendancielle du taux de profit, elle va être contrecarrée par des politiques qui vont être défavorables aux travailleurs. Et ça va entraîner la dégradation des conditions de travail et ça va entraîner l'exacerbation des tensions sociales. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme, dans son évolution, dans sa dynamique interne, et là on retrouve la dialectique, il va radicaliser de plus en plus les oppositions entre propriétaires du capital et prolétariat, jusqu'à ce que, au fur et à mesure que le taux d'exploitation du travail augmente, les travailleurs sont de plus en plus mécontents et qu'ils finissent par se révolter, et donc la société capitaliste va disparaître à l'issue d'une révolution qui va être finalement la conséquence de cette radicalisation des conflits de classe. Vous voyez, donc on a ici l'idée révolutionnaire. Alors c'est ça qui va mettre un terme au capitalisme pour Marx. Ce n'est pas les crises débouchées. Les crises débouchées sont des crises structurelles qui reviennent régulièrement, qu'on essaie de résoudre d'une manière ou d'une autre, qu'on y arrive plus ou moins à résoudre d'ailleurs. Si cette crise des débouchés se mêle avec une baisse tendancielle de taux de profit, là on arrive à des crises majeures, et au bout d'un moment, on ne peut résoudre ces crises qu'avec un État qui va chercher à défendre au maximum le taux de profit des capitalistes. Et puis au bout d'un moment, tout ça va devenir trop insupportable pour les gens qui vont se révolter, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux, les exploités que les exploiteurs. Là aussi, je prends le vocabulaire marxiste. Et donc à la fin, le capitalisme va s'effondrer. Là, on a bien le principe dialectique, ce que je vous ai dit en début de cours, c'est-à-dire la dynamique interne de contradiction entre des éléments d'un système. Bon, je conclus. Il me reste même pas 5 minutes. Après, il faut aller manger. Conclusion du chapitre 2. Conclusion avec un S. Bon,
alors là aussi je répète des choses que j'ai déjà dit plein de fois, mais peu importe. Les économistes, contrairement à ce qu'on a tendance à penser aujourd'hui, ils ont quand même eu du mal au départ avec la notion de croissance. Et lorsqu'ils l'ont conçue, de manière parfaitement intéressante et valable aujourd'hui avec Adam Smith, ils l'ont conçue comme une dérivée de la logique d'accumulation de capital, et même chez Smith, il n'y a pas que le capital qui s'accumule, il y a aussi les marchandises, ça c'est une parenthèse. Cette accumulation de capital, elle était liée elle-même au taux de profit. Et en même temps qu'ils ont conçu cela, eh bien, ils ont pensé les limites de la croissance. Ces limites de la croissance, elles sont liées à différents éléments. Pour Malthus, ce sont les contraintes démographiques et naturelles qui limitent la croissance. Le fait qu'on vit dans un monde fini, là aussi on peut penser à Boulding. Pour Ricardo, c'est un conflit de classe qui limite la croissance, c'est-à-dire la baisse du profit, qui est la conséquence de la hausse des prix du blé, qui va entraîner aussi la hausse de la rente. Donc la hausse des prix du blé va à la fois entraîner la hausse de la rente et la baisse du taux de profit. S'il y a aussi cette dynamique, c'est aussi en raison, c'est comme pour Malthus, de contraintes naturelles et démographiques. C'est là aussi toujours l'idée qu'il y a une contrainte naturelle. Enfin, pour Marx, on a vu que ce n'était pas du tout la même cause à la baisse du taux de profit. Ce n'est pas les limites naturelles. En fait, chez Marx, la nature, finalement, les limites de la nature, les limites des ressources, matières premières, tout ça, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les limites sociales. Ce qui va poser problème, c'est la dynamique technologique du capitalisme, qui va avoir des machines de plus en plus chères, qui vont prendre une place de plus en plus importante, alors même, je peux le dire autrement, alors même que le profit, il est généré par le travail. Donc, plus on baisse le travail et plus on augmente la machine, plus on aura du mal à prélever à partir du travail du profit. Donc, on va se retrouver devant un problème qui est cette baisse de taux de profit. C'est pas ce que j'ai marqué là sur ma diapo, attendez. Oui, c'est ça. Baisse du taux de profit qui va exacerber les conflits de classe. Donc, c'est ça qui va être au cœur de la fin du capitalisme. C'est-à-dire que les conflits de classe vont finir par se déboucher en révolution. Mais on a aussi un autre problème qui est la logique d'accumulation elle-même qui va se heurter à la faiblesse des débouchés. Finalement, vous avez un TD sur la décroissance que je vous ai mis dans le fiche de TD, que je n'ai pas abordé ici, parce que ce que je voulais étudier, c'était l'histoire de la pensée économique. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, on ne pense pas tellement à la question des limites de la croissance au niveau environnemental, mais pensez qu'aujourd'hui, c'est évidemment une question très importante qui n'est pas d'aujourd'hui au sens strict, c'est-à-dire que dès la fin des années 60, on va avoir le Club de Rome. J'invite à regarder sur Wikipédia ce que c'est. Une assemblée de scientifiques qui va s'interroger sur les limites de la croissance. Il va faire 2 rapports, un de 72 et un de 2012, qui est assez récent, qui va montrer qu'en raison des faiblesses des ressources naturelles, la croissance est condamnée à disparaître. Et parfois, on a derrière cette idée de disparition de la croissance un peu des visions apocalyptiques. On a aussi ce qu'on appelle les collapsologues, qui vont dire, mais si le capitalisme il se heurte à une contrainte naturelle, comme sa nature, c'est de créer la croissance, on retrouve ici la logique d'accumulation dont j'ai parlé, eh bien, il va se heurter à une contradiction fondamentale qui va le faire disparaître. Et donc la collapsologie, c'est aussi l'idée que tout le système économique peut s'effondrer en raison d'une limite, cette fois-ci exogène, au capitalisme. Mais vous voyez que quand on pense à la collapsologie, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce que disait Marx, à ce que disait Malthus. Donc, finalement, les économistes, ils n'arrivent pas à dire super, on va vivre dans un super monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il reste quand même, finalement, moi c'est plutôt ça que j'ai envie de dire, c'est-à-dire, à l'inverse de ce que pensent les gens, les économistes ne sont pas des fous de la croissance, ils sont un peu terrifiés par la croissance. Parce que si on dit qu'il y a croissance économique, alors ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut consommer tout ce qu'on veut, on peut avoir des hausses de salaire, on peut éradiquer la pauvreté. Et tout ça fait bien plus peur aux économistes que l'idée de croissance. Donc c'est sur cette réflexion-là que je termine ce chapitre 2, parce que je vois que c'est l'heure.